Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui Pierre Rabadan, un homme assez important dans l'écosystème de la mairie de Paris et sur le sport en particulier. On va revenir sur sa trajectoire de sportif de haut niveau et puis d'élu, de politique, dans un contexte où finalement il est à la fin d'un cycle, un cycle politique. On va revenir aussi sur cette nouvelle vie qui va être la tienne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Écoute, je commence toujours par une question un petit peu bousculante. Je demande toujours à mes invités comment on s'entraîne à devenir ce qu'ils se sont dit. Donc, comment on s'entraîne à devenir Pierre Rabadan? Je réfléchis pour pas donner une réponse complètement à côté de la plaque, mais je sais pas parce que je me suis jamais entraîné à être ce que je suis devenu en fait. Je suis devenu joueur professionnel de rugby alors que j'avais commencé quelques années avant sans avoir cet objectif-là. Et quand j'ai arrêté de jouer, je pensais pas forcément, j'avais pas de volonté particulière d'évoluer dans le milieu dans lequel je suis aujourd'hui. Voilà, c'est souvent des rencontres, un concours de circonstances et puis parfois des opportunités qu'on saisit. Faut pas avoir peur de prendre des risques et puis après travailler pas mal, hein, Ouais. que ce soit au rugby ou après dans les fonctions que j'ai eues aujourd'hui. Le commun de ça a été quand même un investissement très important pour essayer d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. Quand je pose cette question, souvent, je fais la métaphore de l'entraînement parce que j'imagine un peu des muscles que mes invités ont un peu entraînés pour vraiment réussir. Toi, c'est quoi les muscles qui ont été les plus déterminants dans ta réussite professionnelle, à la fois de sportif, mais aussi carrière professionnelle de l'après-sport? Ouais, c'est dur de pas être un peu bateau quand on répond ça, mais non, je pense que sur la carrière de sportif pro, le muscle qui a été peut-être le plus important, c'est celui de la tête, hein. Ouais. Parce qu'il faut du Mental. mental, parce qu'il faut de l'adaptabilité, parce qu'il faut comprendre l'environnement dans lequel on est et il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc ça c'est vrai dans tous les milieux, mais encore plus dans le sport de haut niveau, puisque en fait t'es tout le temps sous le coup du jugement et de la concurrence extrêmement forte, quotidienne. Dans le sport que moi j'ai fait au rugby, déjà dans ton entraînement quotidien, tu es en concurrence avec tes coéquipiers, en tout cas ceux qui jouent le même poste que toi. Ouais. Et puis après le week-end, tu es en concurrence avec ceux que tu affrontes. Et c'est comme ça, moi ça a été comme ça pendant 17 ans. Donc il faut tenir ce rythme-là. C'est vrai qu'on a plus de mal en fin de carrière, sur notamment l'implication dans l'entraînement. Ouais. Cette concurrence permanente, elle est un peu usante, hein, aussi mentalement. Et puis après, l'autre aspect un peu sympa sans être trop long, c'est que dans l'aspect travail mental et cerveau, moi j'ai voulu faire toujours beaucoup de choses à côté du rugby. Parce que comme j'ai un peu pris ça comme une chance à laquelle je m'attendais pas et quelque chose qui pouvait s'arrêter très vite. Alors c'est assez bateau de le dire, hein, parce que oui, il peut y avoir des blessures, on peut ne pas retrouver de contrat, voilà, il y a plein évidemment de cas différents. Moi, comme j'avais un peu le syndrome pas de l'imposteur, mais de pas savoir comment j'étais arrivé là et que je rêvais pas depuis que j'étais tout petit. Et donc, du coup, je me disais, bon, mais à un moment, ça va s'arrêter, quoi. Ça ne Ouais. peut pas continuer aussi longtemps. Et de toute façon, j'avais aussi conscience que même si ma carrière était longue, ce qui a été le cas parce que j'ai arrêté à 35 ans, je savais qu'il restait j'allais dire toute la vie professionnelle derrière, Ouais. et une autre vie en tout cas, celle de l'après-carrière, de sportif de haut niveau. Et donc, j'avais aussi envie et besoin de me nourrir d'autre chose que du sport. Ouais. Donc voilà, ça a été le principal cerveau. Et puis après, muscle, pardon, donc je dirais plus le mental et le cerveau. Et après, pour le reste, alors du coup, c'est moins des muscles corporels là, que j'ai eu à utiliser. Là aussi, je pense que comprendre l'environnement, l'appréhender, savoir s'adapter aussi et comprendre les enjeux. Et puis après, se mettre au niveau de ce qu'on attend de toi et faire. Mais on aura l'occasion d'en Ouais. reparler. T'es né à Aix, Ouais. c'est ça? T'es parti d'Aix à 18 ans. À 18 ans, t'as quitté ta province, C'est ça. bien décidé, empoigné la vie.
Et donc, de 17 ans à 35 ans, tu as joué au Stade français. De 18 ans, pardon, à 35 ans, tu as joué au Stade français. Et tu n'étais pas destiné, en effet, à jouer au rugby. Comment est venu le rugby? J'ai entendu que tu faisais du BMX, malgré ta grande charpente. C'était peut-être pas le format le plus adapté au sport. Comment tu es rentré dans le sport? Ça avait quelle place le sport dans ta famille? Ma famille, ça n'existait pas quasiment. Enfin, je viens pas de parents, j'avais pas des parents qui faisaient du sport, voilà, qui avaient cette passion-là, etc. Mais moi, j'ai eu le souvenir que ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, voilà, quelque part, j'ai commencé comme plein par des sports différents, du judo, j'ai fait du foot, voilà, j'ai fait pas mal de sports différents. Et puis je crois, et j'ai ce souvenir-là, que je suis vraiment devenu un peu accro ou voire tombé amoureux du sport au collège. Je crois que c'est dans le cadre des activités de l'UNSS. Là, voilà, j'ai eu des profs aussi, parce que c'est souvent comme ça qu'on tombe amoureux de matière ou qu'on s'attache à des matières. Et là, je me suis dit, putain, en fait, j'aime vraiment ça, quoi. Et voilà, j'y ai trouvé plein de choses. Voilà, c'était aussi, il faut le dire, hein, c'est souvent dans les parcours d'ailleurs des sportifs de haut niveau, on retrouve souvent ça. On trouve dans le sport des compensations qu'on n'a pas ailleurs dans la vie. Et c'était quoi la compensation que tu allais chercher? Moi, voilà, j'avais un cadre familial particulier, parents séparés, remariés, des relations parfois pas simples. Et je pense que j'ai cherché aussi à être rassuré. Dans les sports co, j'ai trouvé ça. Voilà, une sorte de reconnaissance aussi qu'on cherche. C'est un peu d'ailleurs un parallèle avec le milieu de la télé, parce que je me suis rendu compte, pour connaître bien des gens qui y travaillent, que quand on fait de l'antenne à la télé, souvent, les gens qui font de l'antenne, ils ont un rapport avec le père qui est très similaire. Avec les sportifs? Non, entre eux. D'accord. Des gens qui vraiment font beaucoup d'antennes, font de leur métier, notamment de la présentation, et notamment dans le sport. Ils ont souvent eu des rapports particuliers avec leur père. D'accord. C'est un truc un peu Faut creuser. Et j'ai vraiment eu cette similitude que j'ai constatée souvent. Et voilà, et moi, donc, j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai qu'à partir de 10-12 ans, j'ai fait vraiment beaucoup de sport, et notamment du BMX. Donc, je partais tous les week-ends. Ça me prenait vraiment tout mon temps en dehors de l'école. J'ai adoré ça. Et j'avais la famille d'un de mes potes avec qui je partais tous les week-ends à l'autre bout de la France. C'était contraignant. Et c'est vrai que j'ai senti un peu, c'est ça qui m'a amené au rugby, voilà, le manque de partage. Moi, j'avais besoin de ça, même si j'étais avec un pote et tout ça. En fait, quand je revenais au collège, j'avais plein de potes qui jouaient au rugby. Et ils racontaient tous ce qu'ils faisaient en fait le week-end. Et moi, j'avais moins de trucs à partager dans les sports individuels. C'est moins le cas. Et puis, je me suis fait voler mon vélo. Signe du destin, à 14 ans, j'étais en vacances, je me suis volé mon vélo, ça valait de l'argent. Je dis pas que j'aurais peut-être pas pu en racheter un, mais bon, voilà, ça a été le virage. J'ai commencé le rugby, voilà, et c'est comme ça que j'y suis venu, sans évidemment savoir à n'importe quel moment que ça, à un moment, donnerait un virage que je n'attendais pas à la suite de ma vie. Et le rugby, tu disais, et le sport en général, c'était pas vraiment un élément très structurant dans ta famille. C'était quoi le modèle de réussite familiale qui gravitait dans ta jeunesse ou dans ton adolescence? Moi, j'ai un père qui était garagiste. Ma mère, elle a été secrétaire au départ et elle a fini directrice de maison de retraite. J'avais pas de modèle. Voilà, pour moi, la réussite, c'était pas être quelque chose ou arriver à un tel métier. Enfin, voilà, on n'était pas là-dedans. J'ai grandi avec l'exigence de devoir bien faire, de bien bosser à l'école. Quand on fait quelque chose, on le fait à fond et on le fait pour réussir. Ça, c'est évident. J'étais extrêmement mauvais joueur quand j'étais petit. Je le suis toujours. Mais grand aussi, hein. Ouais. mais je pense que c'est ce qui m'a aussi permis d'arriver ton moteur d'excellence. Parce qu'en fait, je détestais tellement perdre que en fait, c'est ce qui m'a vraiment poussé. Alors, on met du temps, évidemment, à le comprendre, mais je crois que c'est ça qui a fait que j'ai adoré cette culture de la défaite, en fait, qui m'a permis de faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour arriver à ce que j'ai fait, quoi. Voilà, et donc, non, après, ce qui est bizarrement, après, c'est plus
sur le côté rugby par rapport à mes potes avec qui j'ai commencé à jouer au rugby. C'est tellement inattendu. Moi, quand j'ai commencé le rugby, on était dans un club qui était en 5e division à Aix. Aujourd'hui, ils sont en 2e division. Ouais. C'est un des... C'est Provence, comment ils Provence Rugby, c'est un des 20 meilleurs clubs français. Mais à l'époque, on était vraiment tout en bas de l'échelle de la division, enfin, des niveaux nationaux. Et donc, voilà, on n'avait pas d'objectif de très haut niveau, quoi. On n'était pas du tout dans une filière là-dessus. Mais on avait une génération qui était cool, etc. Et quand tout ça est arrivé, d'un coup, je me suis retrouvé en équipe de France, moins de 18, contacté par des grands clubs. J'ai décidé de partir à Paris parce que je pouvais y continuer mes études. J'avais pas du tout de contrat pro à l'époque. Hein, mais, c'est ça, c'était pas encore... Non, Guadillier était déjà le patron du Stade français ou pas mais en fait, pour revenir rapidement là-dessus, en fait, c'est juste après le premier titre de l'ère moderne du Stade français, donc avec les Moscato, quand Bernard Laporte entraînait le Stade français, Diego Dominguez déjà, mais... du coup, à ce moment-là, on disait, oui, le Stade français, c'est une équipe de mercenaires, plein de joueurs venus d'ailleurs et tout ça. Et donc, il y a eu un effort qui a été mis en place pour recruter des joueurs et pour les former. Et moi, je suis arrivé dans ce cadre-là. C'était sur 2 ans. Et ça a bien marché, puisque quand je suis arrivé, la première année, on a été champion de France junior. Et je suis passé pro, en fait, l'année d'après, quasiment en suivant, parce que c'était la Coupe du Monde 99, la fameuse, où les Français battent les Blacks et Christophe Dominici met son essai incroyable. Et du coup, moi, il y avait beaucoup de joueurs bons au Stade français, et donc en équipe de France, et donc ça a libéré des places, ça m'a permis de rentrer. Donc j'en reviens à ce que je disais. Mon moteur à ce moment-là, c'était pas ma famille plus que ça. C'était que mes potes avec qui je jouais, ils soient fiers de moi, que je sois au niveau, que voilà. C'était vraiment ça mon moteur. J'avais envie de pas les décevoir en fait, que je les ai pas quittés, et un peu pour ma mère aussi, parce que je l'avais un peu laissé à ce moment-là dans le sud. Et du coup, c'était vraiment ça au départ, mes sources de motivation principales. Et le déclic qui t'a fait du coup t'assurer, en tout cas te jeter corps et âme dans la carrière de rugbyman professionnel, c'était quoi? Tes sélections, je sais pas. Ouais, c'est pas quand je suis arrivé au Stade français, parce que vraiment, arrivé en junior, première réflexion, c'était de savoir, ok, tu veux faire quoi comme études? Parce que au début, j'ai refusé de venir au Stade français. Ils m'ont contacté une première fois. Pourquoi? Et je dis, c'est trop tôt, j'ai pas encore le bac. J'étais en train j'allais le passer. J'avais pas le permis, parce que j'allais le passer aussi. Ma mère était en train de se séparer, donc il y avait un contexte familial complexe. D'autres sujets familiaux. Je me suis dit, partir maintenant, en plus j'étais tombé amoureux d'une fille à ce moment-là, machin. De Aix. Ouais, et je me suis dit, si je pars à Paris, ça va éclater, c'est sûr, ça va pas manquer. Mais voilà, et donc je me suis dit, c'est pas le bon moment. Puis après, à l'époque, et je leur remercie vraiment, j'ai eu un entraîneur d'Aix et quelqu'un qui était en charge de recrutement à Paris, avec qui j'ai parlé, que j'ai continué à parler malgré le fait que j'ai refusé. Et en gros, j'ai pris conscience que peut-être que l'occasion ne se représenterait pas 2 fois, et que si ça me plaisait pas, si ça marchait pas, je pourrais revenir en arrière. Donc j'ai décidé d'y aller, mais c'était tard. Donc j'ai pas pu m'inscrire dans les écoles que je souhaitais faire. Je voulais faire une école de journalisme, ce que j'ai fini par faire après. Mais au début, comme je me suis décidé à monter en juin, toutes les inscriptions étaient passées. Donc je suis allé à la fac pendant 1 an, une fac d'éco, parce que je sortais d'un bac éco. Mais voilà, tout ça pour dire que quand je suis arrivé à Paris, d'abord, l'arrivée a été assez dure, parce que voilà, tu sors du cocon familial, tu arrives dans un nouvel environnement, dur entre guillemets évidemment, mais du coup, j'étais même pas bon au rugby, parce que j'étais tellement déstabilisé. Et le turning point, ça a été au mois de décembre. En fait, j'ai été surclassé, je suis passé dans l'équipe des gens un peu plus âgés que moi, de 1, 2 et 3 ans de plus. Et là, ça a été comme une évidence. Je n'ai pas perdu un match après avec eux, on a été champion de France. Et voilà, la plupart de ces gars-là sont encore mes amis aujourd'hui. On a vécu un truc assez exceptionnel au-delà du titre. Mais c'est rare dans la vie finalement quand tout le monde a à peu près le même âge, tout le monde a à peu près les mêmes objectifs, a à peu près le même cadre de vie. Parce qu'il n'y avait pas de mecs qui avaient des enfants. Voilà, tout le monde avait à peu près le même âge, tout le monde faisait plus ou moins des études ou voulait être joueur de rugby pro. Et il y a eu une espèce d'osmose. D'émulation aussi. Qui a été assez exceptionnelle. Voilà, et en fait,
Ben moi, l'appétit vient en mangeant aussi, hein. À ce moment-là, ben, je me dis, ok, ben, maintenant on a fait ça, il y en a qui vont passer en équipe pro ou pas loin. Ben, moi, je veux y être aussi, alors que Hmm. même que j'étais surclassé dans cette catégorie-là. Et puis voilà, et après, ben, l'occasion se présente, et ben, là tu te dis, il faut la prendre. Et ça m'est arrivé 4 5 fois dans ma carrière. Voilà. Je savais qu'il y avait des moments où si j'étais bon, j'allais franchir un cap. Si j'étais pas bon, ça marcherait pas. Et voilà. Et cet ethos d'athlète de haut niveau, très compétitif, qui veut atteindre le truc d'après, tu l'avais déjà un peu avant, dans ton enfance, dans ton adolescence, ou c'est un truc que tu as musclé, que tu as travaillé quand tu es arrivé à Paris et que tu as vu tous ces gars Ouais, ouais. qui voulaient y aller Bah, aussi? Non, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, que La j'ai détestation de la haï défaite, tellement ouais. la Ouais, je détestais tellement perdre. ouais. Et puis voilà, j'avais envie de réussir. Et quand je suis parti à Paris, du coup, je me suis dit, maintenant, encore plus, il faut que tu réussisses parce que voilà, tu as fait des choix. euh, et ces choix-là, il faut qu'ils soient payants, quoi. Mhm. Il faut pas que tu viennes pour dire, ah ben mince, finalement, j'ai raté, quoi. Ouais, j'avais cette soif de réussite aussi, je pense que j'aurai dans tous les milieux dans lesquels je vais travailler à l'avenir encore. Mhm. Mais donc c'est pour ça, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, à aussi beaucoup de travail, parfois de manière excessive, beaucoup d'investissement. Mais je crois que oui, ça se construit aussi au fur et à mesure. À part quand ton objectif depuis que tu as 5 6 ans, c'est d'être sportive ou sportif professionnel et que tu y arrives et que tu Mhm. franchis les étapes de manière quasiment calculée ou que tu es dans un environnement, parce que j'ai plein de joueurs avec qui j'ai évolué ou que j'ai affronté qui étaient dans ce cadre-là. Mhm. Moi, c'est vrai que je suis arrivé un peu dans ce milieu comme quelqu'un qu'on n'avait jamais vraiment vu. T'as pas fait les équipes de jeunes comme les autres. Alors, jusqu'à l'équipe de France, Ouais, moins de 18, mais avant, c'est ce qu'on m'a ouais, dit quand je suis arrivé en équipe de France. D'ailleurs, ouais, tout le monde m'a dit, mais on le connaît pas, ce gars, ouais. on l'a jamais eu sous les radars. Et là, je me suis rendu compte que j'arrivais dans un environnement où ils étaient tous formatés au haut niveau, quoi, et que Mhm. moi, pas du tout. J'étais très loin de ça. Donc du coup, ben, après, il faut s'adapter, il faut comprendre les enjeux et essayer d'y répondre. Ouais. Tu arrives dans un club qui est devenu un club emblématique à l'époque, parce qu'il a été transformé par un monsieur qui a transformé le rugby, Mhm. qui est Max Guazzini. Il y avait Bernard Laporte qui était déjà aussi une figure assez iconique du rugby, mais qu'il est devenu surtout après. Et puis tu avais des joueurs, tu as cité Dominici, t'as cité Moscato. Donc ma question derrière tout ça, c'est comment, enfin, tu arrives dans cette période où le rugby se transforme, et je voulais savoir qu'est-ce que Max Guazzini, parce que je voudrais parler de Max Mhm. Guazzini, a changé dans le rugby. Ouais, il a tout changé, hein. Il a changé beaucoup de types de public. Donc tu disais, oui, je suis arrivé. Moi, en fait, je suis arrivé dans cette transformation. Ouais. Il y a eu la performance sportive qui a été le premier titre de 98. 99, je crois qu'il gagne ce qu'on était l'équivalent de la Coupe de France à l'époque. Et moi, j'arrive dans cet environnement-là. Et j'arrive en première là-dedans avec des mecs que je regardais faire la Coupe du Monde, que j'avais vu un peu à la télé précédemment. Et je me rends compte aussi, alors ça prend un peu de temps, qu'on a un président qui fait bouger les lignes. Et le premier truc qu'il fait, c'est par exemple de faire les places gratuites pour les femmes. Mm. À Jambes, dans l'ancien stade Jean-Moi. Du coup, bon, à l'époque, de mon point de vue, c'est pas révolutionnaire, mais Mm. je me dis, tiens, c'est malin. Et puis après, ben, il a bousculé tous les codes. Ouais. Voilà, Les dieux du stade. voilà, les calendriers, les maillots, Ouais. la, Les ma- shows. Ouais. la manière de faire venir des gens au Ouais. stade en les attirant, pas par la pratique du sport elle-même, mais par autre chose. Les délocalisations au Stade de France et au Parc des Princes, enfin voilà. Tout ce que j'ai eu la chance de vivre là-dedans. Mais tout ça, parce que maintenant, c'est toujours pareil, c'est comme sur ce sur quoi j'ai travaillé après, que ce soit les Mm. Jeux Olympiques et Paralympiques ou la scène, une fois que c'est fait et que Tout ça le monde, devient c'était une normal évidence. et tout le monde dit ouais, bravo, c'était Mm. super et tout ça. Il faut voir par quoi tu passes avant. Et Ouais. là, pour le coup, sur le rugby, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que nous, à l'époque, et je pense que ça a été une des forces de cette génération, au-delà du talent de chacun des joueurs, c'est qu'on a vite compris que pour assumer tout ça et pour que tout ça fonctionne, il fallait qu'on gagne. Mm. C'est-à-dire que s'il avait fait tout ça et qu'on était une équipe Ouais. moyenne qui ne remporte pas de titre, tout ça n'aurait pas marché.
qu'on se serait fait, on l'a été beaucoup, hein, Ouais. on se serait fait Et lui en moquer. particulier, il s'en est pris. Ouais. Et c'est normal, en final, quand Ouais. tu changes les choses, quand tu innoves, quand tu fais des nouveautés, en fait, ça perturbe un système en place et il y a beaucoup de résistance au changement, Ouais. voire de violence, hein, parfois, dans les propos. C'était pas de l'homophobie aussi? Parce que Max Guattini, Il y en a il était. eu, évidemment, il y en Ouais. a eu. Mais il y en a encore, Ouais, bien sûr, malheureusement. Le- C'est quelque chose contre lequel il faut continuer à se battre. Et pour nous, c'était un moteur aussi, voilà, parce que je crois que, sans faire de politique, quoi, il y avait des joueurs qui avaient une ouverture d'esprit. Et c'est là aussi qu'était le point fort de Max Guattini à l'époque, c'est que il était capable de recruter des joueurs, bien sûr, parce qu'il ne connaissait pas grand-chose en fait, au rugby. Par contre, il était capable de sentir les gens, s'ils étaient capables de s'inscrire dans son projet. Et ça, il a été hyper bon là-dessus. Alors, il a eu du déchet comme tout le monde, hein, c'était pas le cas de tous les joueurs. Mais c'est vrai qu'il fonctionnait beaucoup au feeling et il voyait si quelqu'un pouvait s'adapter à Paris, pouvait s'adapter au projet en fait, que lui voulait mettre en place et avait un côté un peu décalé, quoi. Nous, on disait souvent, on est sérieux sans se prendre au sérieux, quoi. Voilà, faut être sérieux sur le terrain, mais pas croire que voilà, tu vas changer le monde non plus, mais faire évoluer des choses, ça c'est important. Donc oui, il a été très moteur là-dedans en nous proposant des trucs qui nous paraissaient hallucinants. Enfin, c'est pareil aujourd'hui, la moitié ou les trois quarts des clubs de foot et de rugby ont des maillots roses. Je veux dire, quand on a mis pour la première fois pour aller jouer à Perpignan un truc rose fuchsia de la tête aux pieds, je me rappelle encore quand il nous a montré le maillot, on s'est dit mais c'est un fou, on va pas le faire. Mais aussi, il avait une culture de la gagne qu'il a vraiment installée chez les joueurs, quoi, hein. Il nous disait tout le temps, même quand le recrutement était parfois pas bon, même quand on sortait d'une saison difficile, si vous êtes là, c'est pour gagner, quoi. Ça m'intéresse pas qu'on finisse deuxième, troisième. Alors, c'est arrivé évidemment plein de fois sur des saisons, mais il a instauré cette culture aussi de la gagne qui devait correspondre en fait avec l'ensemble des changements qu'il a initiés. C'était le patron d'énergie à l'époque. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de lui? Enfin, tu vois, dans la boîte à outils qui est la tienne aujourd'hui, qu'est-ce que tu hérites d'un mec comme Max Guattini? Il a quitté Énergie, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était en 2003 ou en 2004, le directoire d'Énergie. Du coup, c'était une balance pour lui à l'époque. Il avait Énergie, il avait le Stade Français. Et bon, c'était contraignant en termes de temps, etc. Et donc après, du coup, il est passé à plein de temps sur le Stade Français. Donc j'ai plus connu celui qui n'avait plus Énergie, puisque voilà, je l'ai pratiqué pendant longtemps, que le patron d'Énergie. Ce qui était assez remarquable aussi dans l'histoire qu'a eu cette radio, la création des radios libres, etc. D'abord, je peux le dire maintenant, mais il le sait. J'ai d'abord percé ses secrets de négociation. Ouais. Vas-y, raconte. Non, mais parce que moi, j'avais pas d'agent, comme à l'époque, beaucoup de joueurs n'avaient pas d'agent. Et il disait, mais si tu restes au club, ça sert à rien que t'en aies, etc. Ouais. Voilà, et puis, donc, du coup, c'était aussi une manière pour lui de mener les négos, on va dire. Forcément, plutôt qu'avec un tiers qui y participe. Et je sais qu'à Énergie, il a usé des subterfuges assez malins en faisant appeler ses secrétaires, en disant « Mais attendez, excuse-moi, il faut que je sorte, machin, pour réfléchir au négo. » Voilà, donc il avait... Les filous. Il avait des techniques assez malines là-dessus. Non, au-delà de ça, non, j'ai appris... D'ailleurs, ça va lui faire plaisir, mais un truc que j'ai vu après aussi à la ville de Paris avec Anne Hidalgo, la maire, c'est que en fait, parfois tu fais des choses que les gens considèrent rationnelles ou infaisables ou folles, mais que il faut tenir parce que en fait souvent ça fonctionne et ce que je te disais après, tout le monde finit par trouver que c'est bien et qu'il faut pas revenir en arrière et qu'heureusement qu'il y a eu ça. Mais voilà, cette détermination à réussir et à imposer finalement une vision, elle m'a, je pense, elle m'a inspiré. Voilà, après, bon, le reste, moi, il nous le disait souvent d'ailleurs, vous êtes joueur, contentez-vous de jouer. Mais oui, j'ai le regret un peu que on n'ait pas su mieux structurer en fait toute l'offre qu'il a su créer et le remarquable outil qu'il a mis en place pour transformer le rugby et le club. J'aurais aimé que ce soit plus pérenne et qu'on évite ce parcours qu'on a dû passer après. Tu as aussi officié sous les ordres de Bernard Laporte. C'est lui qui a commencé à me faire jouer en équipe première.
parce qu'il y avait beaucoup d'absents, etc. Il est parti quasiment en suivant, parce qu'il a pris l'équipe de France après la Coupe du Monde 99. Oui, c'est vrai. Voilà, Ouais, donc je l'ai donc, pas longtemps, recroisé en fait. après un petit peu en équipe de France, mais non, j'ai pas Ouais. beaucoup été entraîné par lui. Bah, parlons de l'équipe de France, tu n'as que 2 sélections. Ouais. Que 2, tu as 17 ans de carrière. Est-ce que c'est un regret? C'est déjà une fierté? Comment tu prends ce truc-là? D'ailleurs, je suis content d'en avoir eu, Ouais. c'est sûr, hein, mais même si évidemment c'était trop peu. Je suis passé par plusieurs sentiments là-dessus. Bon, d'abord, j'étais en concurrence avec des joueurs qui étaient très bons. Tu peux rappeler un peu les gens qui Sans étaient en face de doute toi? Ouais. Bah, il y a eu Olivier Magne, Ouais. il y a eu Betsen, il y a eu après évidemment beaucoup Julien Bonner, Thierry Dussautois, Tu n'as pas dit donc tu étais 3e ligne. Hein. Emmanuel Ouais. Nordoki, voilà, j'en oublie évidemment beaucoup d'autres. Ouais. Mais c'est eux qui ont trusté ces postes-là pendant de nombreuses années. Mais voilà, en plus, c'est pour les 3 derniers que j'ai cités, des gars de ma génération avec qui on s'est toujours bien entendu. Donc, j'étais pas envieux et je considérais pas que je devais être à leur place, parce que je les trouvais d'abord très bons. Et ils l'étaient, notamment avec l'équipe de France. Puis je les affrontais souvent. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un regret. Mais après. C'est un regret de ne pas avoir connu, par exemple, le tournoi à destination, de ne pas avoir eu d'autres expériences. Après, j'ai eu la chance, avec les Barbarians français, de faire presque une quinzaine de matchs internationaux. Donc, j'ai affronté aussi des grandes équipes internationales, l'Australie, l'Afrique du Sud, etc. Mais oui, j'aurais aimé, évidemment. Je pense qu'à un moment, j'ai aussi fait des erreurs, hein, au-delà de mon niveau qui aurait pu peut-être aller plus haut, d'autres choses. Je pense qu'à un moment aussi, je me suis trop centré sur le collectif et pas assez sur mes objectifs individuels. C'est quoi ça? Bah, ça veut dire que dans ma préparation d'intersaison, dans ma manière de vouloir progresser sur des secteurs où j'aurais dû progresser, je suis trop resté souvent dans une préparation collective. Voilà, et pas assez dans l'individualisation de la performance, notamment pour changer de niveau physiquement. J'ai évidemment fait des choses, mais puis pour m'entraîner spécifiquement, voilà, aujourd'hui, on voit le rugby tel qu'il est aujourd'hui dans une préparation dans les clubs avec beaucoup plus de moyens, très individualisés. Moi, quand on a commencé à être pro, on s'entraînait un peu tous de la même manière. Il n'y avait pas très peu de spécificité au poste, il y avait très peu d'analyse des forces en présence et aussi des carences, etc. C'est venu sur le tard, j'allais dire, mais par exemple, nous, on avait un préparateur physique ou 2. Maintenant, il y en a 6 parfois dans certains clubs. Il y avait 1 ou 2 entraîneurs, voire 3 maximum. Maintenant, il y en a 6 ou 7. Voilà, donc tout ça, c'est une évolution normale. Et moi, je pense qu'à un moment, voilà, j'étais très, très attaché au club, à la notion de performance collective, au fait qu'on fasse des bonnes saisons. Et donc, je me suis beaucoup trop inscrit à certains moments, hein, pas tout le temps, dans le schéma collectif, quand des fois, j'aurais dû peut-être travailler un peu plus individuellement sur mes problématiques à moi ou mes axes de progression. Mais bon, voilà, après, ça c'est... Franchement, j'ai pas de regrets, hein, mais forcément, on s'interroge aussi, savoir pourquoi il y a des caps qu'on passe pas, etc. Et là-dessus, peut-être ça n'aurait rien changé. Hein. Peut-être que j'aurais pas eu plus de sélections ou plus performé, mais j'aurais sans doute dû faire quelques trucs différemment, mais voilà, sans aucun regret. On l'a dit, tu as passé 17 ans au club. C'est un record c'est le record du club déjà. Il n'y a personne d'autre qui était. Et je me demande si peut-être au Stade Toulousain, il doit y avoir des joueurs qui sont restés ou à la SM. Il y a Rougerie, il y a Aurélien Rougerie, mais lui, il a commencé à 4 ans. Grande famille de sportifs. Non, il y a eu quelques parcours comme ça, similaires, mais Fred Michalak à Toulouse, enfin voilà, il y en a quelques autres que j'oublie là, mais bon. Toi, qu'est-ce qui t'a fait rester là-bas? Pourquoi tu... Ouais, alors on me pose souvent la question, elle est tout à fait pertinente. Pour pas être trop long, moi, il y avait plusieurs choses. D'abord, il y avait 3 critères. Mon premier critère, c'était est-ce que sportivement, j'ai intérêt à partir. Au Stade Français, j'ai eu la chance de jouer. Tu étais capitaine aussi. Je suis devenu après. Ouais. Et puis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis arrivé, on était la jeune génération, après celle qui avait gagné les premiers titres.
on a été aussi très bien acceptés. On a trouvé un rôle là-dedans. Et puis après, on a évolué un peu dans le club. Je dis on parce qu'on était plusieurs. Hein. Il y avait Mathieu Blin, il y avait, on était 4-5 joueurs à connaître cette évolution-là au sein du club. Et ensuite, Tu avais dit 3 critères. Le sur les sportif. 3 critères. Donc le premier, c'était le sportif. Je jouais dans un des meilleurs clubs de France, voire d'Europe. Le deuxième, c'était le cadre de vie. Est-ce que ma vie me plaisait à Paris? Est-ce que ailleurs j'aurais été mieux ou plus heureux? Moi, j'adorais et j'adore toujours le cadre parisien, l'énergie de cette ville. Tu vis dans quel quartier à Paris? Le fait que ça bouge. Je suis dans le sud, plus vers le quartier Montsouris, 13 Okay. mais ah oui, tu étais élu du 14e. Mais j'ai énormément bougé. J'ai pas habité dans tous les quartiers parisiens, faut pas exagérer, mais j'ai pas mal bougé. Et donc, ce cadre de vie me plaisait. J'aimais à la fois l'anonymat qu'on pouvait avoir et en même temps, le petit milieu du rugby parisien qui a beaucoup grossi avec le Stade Français, comme on le disait. Mais c'est vrai que ça me plaisait aussi. Et puis après, le troisième critère, c'était savoir qui arrivait, évidemment, qui était prévenu un peu plus tard, mais est-ce que j'étais correctement payé par rapport à ce que je pourrais toucher ailleurs, etc. Et donc, du coup, dans cet ordre-là, je me suis toujours dit, sportivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très bien. Le cadre de vie, ça me plaît, j'ai envie de rester là. Et oui, sur le troisième, je me suis vite rendu compte que j'aurais plutôt intérêt à partir, mais comme il arrivait qu'en troisième, ça a été vraiment mes premiers critères d'analyse sur les 10 premières années, on va dire. Et puis après, au bout de ces 10 ans, j'ai eu des opportunités, on m'a sollicité pour repartir dans d'autres clubs, etc. Et c'était un moment où le club allait moins bien, donc autour des années 2010, quoi. D'abord, le départ de Max Ouadzini, et puis même sportivement, des saisons qui n'étaient pas bonnes. Et du coup, je me suis dit, j'étais là pendant 10 ans, pendant les meilleures années, et maintenant que ça va moins bien, tu vas partir et laisser le club. Voilà, j'étais autour de 30 ans, donc c'était autour de 2010. J'avais aussi Mathieu Blin qui a arrêté à ce moment-là et tout ça, et je me suis posé cette question-là, et je me suis dit, à ce moment-là, t'as profité, c'était génial, t'as vécu des trucs incroyables, tu vas pas partir maintenant que ça va moins bien. Donc j'aurais pu faire ce choix-là, et parfois je me suis dit que j'aurais dû le faire pour vivre une autre expérience, etc. Mais j'ai fait ce choix de dire, je vais essayer de faire toute ma carrière dans le même club, et surtout de remettre le club sur des bons rails. Sportivement notamment, donc ça a pris du temps, mais j'y suis arrivé avec d'autres, évidemment. Je pense à Sergio Parissé, à Julien Dupuis, avec qui on a beaucoup échangé là-dessus et essayé de tenir à la baraque jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive et qui fasse qu'on regagne ce titre en 2015, qui était la fin de ma carrière. Comment tu définirais ton style de jeu? Ou alors, qu'est-ce que les gens disaient de toi sur ton style de jeu? Bizarrement, plutôt à l'encontre de ce que j'avais comme style avant d'arriver à Paris. Donc, quand j'étais à Aix, je portais beaucoup le ballon, j'étais très joueur et tout ça. Et puis après, quand je suis arrivé à Paris, je suis devenu plutôt un très gros défenseur, plutôt gratteur, chiant pour les adversaires. Évidemment, j'ai des qualités dans le jeu aérien, donc ça aussi m'a servi beaucoup. J'étais leader de ce qu'on appelle des touches, donc je les annonçais, je travaillais beaucoup ce secteur-là. Mais du coup, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai plus assez insisté sur mon secteur offensif, que j'ai plus fait après dans la deuxième partie de ma carrière. Donc c'est difficile de dire, mais plutôt rugueux. Voilà, c'est ça, je voulais t'amener sur ça. Et il y en a souvent qui disaient, en plus, ça m'arrivait souvent de m'ouvrir le visage, parce que j'ai eu beaucoup de points de suture qui étaient une de mes caractéristiques avec laquelle on rit encore de mon médecin de l'époque. Parce que oui, on disait, il met la tête là où les gens mettent pas les mains, pas dit. Mais c'est un peu ça. C'était comme ça. Moi, en fait, je l'explique par deux choses. Un, naturellement, j'avais pas des qualités physiques, j'étais pas hyper costaud, j'étais pas au-dessus de la moyenne. Et donc, ça nécessitait un engagement à 100% de ma part
sur les matchs et pour être performant. Ouais. Et donc, quand tu y vas à 100%, il faut être à un degré d'intensité très important. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai franchi ces étapes-là. Et donc, oui, ça fait partie de mes caractéristiques. Et est-ce que ces caractéristiques, tu les transportes encore avec toi dans ta nouvelle vie professionnelle? C'est pas du tout le même contexte, mais oui, en termes d'implication, oui, je crois. Mais c'est pareil, moi, j'aime pas trop parler de moi. Mais oui, je pense sur les sujets que j'ai eu à porter, que ce soit le sport en général à Paris ou les Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont été quand même l'un des gros marqueurs sur lesquels j'ai travaillé, ou la baignade dans la Seine, par exemple, qui est encore plus récente. Oui, c'est des sujets où j'y suis allé trop, enfin, j'allais dire trop, mais oui, j'y ai passé, enfin, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup impliqué, j'ai voulu essayer de faire du mieux possible pour que ça fonctionne et ça n'a pas trop mal marché, je crois. Ouais. On est bientôt à la fin du chapitre sur ta carrière, mais j'avais une petite question de quelqu'un que tu connais bien. Je voudrais que tu écoutes ce qu'il a préparé. Pierre, mon cher Pierre, j'ai même envie de dire Pierrot, je me suis toujours demandé comment tu faisais alors que tu es quelqu'un de calme, de posé, qui prend le temps de regarder, d'analyser, d'écouter, qui réfléchit et qui bien sûr arrive à se mettre en action. Et quelle action mener depuis ces années? On a passé 10 années dans les mêmes chambres en déplacement ou dans les mises au vert. Et à chaque fois, je me disais la même chose. Comment il fait pour passer de ce calme et de cette manière d'être posé à la pratique d'un sport de combat qui demande à s'engager fortement et avec une certaine forme de violence, évidemment réglée et entourée. Et ça m'a toujours extrêmement impressionné. J'aimerais bien que tu nous racontes, que tu nous dises c'était quoi que tu allais mobiliser, que tu allais chercher pour te transformer. Qui est cette personne? On a déjà parlé avant, mais Ouais. c'est Mathieu Blin, avec qui était mon capitaine de l'équipe junior là, auquel j'ai fait référence tout à l'heure, et avec qui on est arrivé en même temps en équipe première, avec qui on a plein de similitudes, à la fois parfois physiques et aussi un peu philosophiques, quoi. Donc ouais, c'est mon frère de rugby avec qui on a fait toute notre carrière quasiment à côté, parce que lui était un peu plus âgé que moi et il a arrêté Il est de juste avant. 77. Mais... Voilà, mais Toi, t'es de 80. moi je suis de 80. Ouais. Donc écoute, pour répondre à sa question, oui, je suis d'un calme apparent, beaucoup moins parfois à l'intérieur, mais oui, j'essaye de garder ce contrôle-là. Ce qui d'ailleurs était un nouvel exercice pour moi dans mon après-rugby. Ouais. Parce que j'ai eu parfois des moments où je me suis dit, même j'ai écrit reste calme, tout ça, parce que il y avait des choses qui me montaient et qui pouvaient me faire perdre mon calme. Et pour répondre à la question de Mathieu sur cette dualité qu'il peut y avoir entre ce qu'on donne comme image dans la vie et ce qu'il faut faire quand on est sur un terrain, notamment de rugby ou dans un sport de combat, comme il le disait. C'est la capacité à se transformer, mais lui était un peu comme ça aussi. Mais voilà, après, chacun cherche ses propres ressorts. Comme je te disais tout à l'heure, moi, ils ont été dans mon parcours de vie aussi, dans la volonté de réussir. Pour plaire à certains, personnes que j'avais, qui m'avaient accompagné à un moment, soit pour prouver aussi des choses, pour des fois te tenir une revanche par rapport à des épisodes de vie plutôt difficiles que chacun a. Donc on trouve tous ces sources de motivation. Après, moi, ce degré d'implication physique et mentale que nécessite un sport de combat, il me venait assez facilement parce que j'avais envie de réussir. En fait, c'est vraiment ça. Moi, je ne conçois pas de faire des choses pour que ça ne marche pas. Et des fois, ça arrive. Mais si je me suis donné toutes les chances de réussir, je vais déjà moins mal le vivre. Mais souvent, on me dit, pour finir sur la carrière, c'est quoi tes meilleurs souvenirs de rugby? Et à chaque fois qu'on me pose la question, je pense à mes pires souvenirs. J'ai eu la chance de gagner beaucoup de titres et tout ça avec le club.
à chaque fois qu'on me pose la question, je pense à mes 2 finales perdues au championnat et Coupe d'Europe de 2005, qui ont été d'une violence inouïe, parce que les 2 sont en prolongation, ce que je crois que j'avais jamais fait avant ces finales-là. Et c'est encore ça qui me revient en premier, alors qu'évidemment, j'ai, notamment avec Mathieu, des souvenirs nombreux de victoires et de choses fabuleuses qu'on a pu vivre. Et j'ai conscience aussi d'avoir vécu dans une période, puisqu'on en parlait tout à l'heure, incroyable pour le club dans lequel j'étais, pour l'évolution du rugby, voilà, et même si évidemment on gagnait beaucoup moins d'argent à niveau équivalent que ceux qui gagnent aujourd'hui, on s'en foutait, on n'était pas là pour ça, on était déjà tellement content de vivre ça et de vivre cette évolution du rugby et cette transformation dans un cadre parisien qui n'a, enfin, je sais pas, peut-être qu'il y aura des équivalents plus tard, mais qui était tellement surprenant et nouveau. C'était l'âge d'or. Ouais, en tout cas, c'était incroyable d'être là dans ces conditions à ce moment-là et avec les gars qui ont porté ça aussi. Hein. On parlait tout à l'heure de Christophe Dominici, de Diego Dominguez, de Augustine Pichotte, et j'en oublie. Et plein d'autres joueurs charismatiques qui sont passés, Corleto, Hernandez, Roncero, pour ne citer que les Argentins, et plein d'autres que tout le monde a connus. J'ai envie de tous les citer, du coup, mais je peux pas, on n'a pas le temps. Mais non, voilà, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Faut s'en rendre compte, en ces fait. joueurs-là, Aussi, faut en avoir conscience, quoi. Ouais. Mais voilà, en fait, c'est quoi le dénominateur commun de tous ces gens charismatiques? Des écorchés, c'était quoi en fait? Je pense qu'il y avait ça pour partie. Il y avait des gens qui avaient envie de prouver, parce que dans leur parcours de joueur, ça s'était parfois mal passé à des endroits qu'ils étaient en fait au niveau et qu'ils avaient envie de réussir. Et donc, il y a eu cette agrégation-là, à un moment, de gens qui sont au même endroit et qui veulent la même chose et qui se donnent les moyens d'y arriver, quoi. Donc c'était assez chouette. Alors après, comme ça paraît court à dire, mais quand ça s'étale sur 10 ans, ça veut dire que y a des nouvelles personnes qui arrivent. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Collectivement, on avait un collectif qui était fort. Et ça... Pour faire un parallèle avec aujourd'hui, voilà, je crois que ce que le PSG a démontré l'année dernière, en gagnant la Ligue des Champions, et moi, ce dont j'étais toujours persuadé, et je le suis encore plus aujourd'hui, c'est que dans une structure sportive collective, quand l'individu est plus fort que le collectif, c'est difficile que ça marche, même si tu as les meilleurs joueurs. En revanche, quand le collectif est plus fort que n'importe quel individu, même si tu as le meilleur joueur du monde dans ton équipe, en fait, souvent, c'est un ingrédient qui fonctionne bien. L'idéal étant que tu aies les meilleurs joueurs et qui s'intègrent parfaitement dans le collectif, ça existe aussi. Mais voilà, donc... on a ce parallèle pour la politique tout à l'heure, j'y reviendrai. J'ai pas le secret de cette réussite-là, c'est sans doute le choix des personnes et de les mettre à un certain moment dans des conditions de performance et de réussite collective qui fonctionne à cet endroit-là et à ce moment-là. Ouais. On clôt ton chapitre joueur. Tu peux boire un petit coup. De l'eau. Et évidemment. Enfin, quoi qu'évidemment, non. Ça pourrait. J'aurais pu amener autre chose. Toi, tu as connu cette transition du rugby. Aujourd'hui, le rugby, c'est hyper professionnalisé. Et depuis 4-5 ans, le rugby est un peu sous le feu des projecteurs sur différents sujets. Là, il y en a un nouveau. Il y a la sortie d'Antoine Dupont sur le salary cap. Il y a eu les atermoiements côté gouvernance avec la fédération française. C'est quoi ton regard sur le rugby d'aujourd'hui? Je ne sais pas encore, on n'a pas encore parlé de la suite. Je ne sais pas si tu vas t'investir sur le rugby, mais quel est ton regard sur ce rugby des 4-5 dernières années? Voilà, toi. Il est plus exactement le même que ce que j'ai connu en termes d'environnement, il est à peu près similaire. Après, bien sûr, ça s'explique, hein, les joueurs sont plus performants, jouent un temps de jeu plus important, sont mieux préparés, sont mieux encadrés. J'y faisais allusion tout à l'heure. Et puis, il y a à l'international une génération très très forte qui est issue aussi de l'investissement qu'il y a eu dans la formation fédérale avant. Et puis sans doute du talent aussi des joueurs qui arrivent, de la qualité de formation qu'on a en France, qui est vraiment très importante. Voilà, après, le rugby a grandi très vite. Alors,
peut toujours dire Le, c'est quoi. le rugby, il a changé, comme dirait Kylian, pour le foot. Ouais, c'est ça. Il a changé, il a évolué avec. Je me souviens, moi, on me comparait toujours le rugby au foot. On disait toujours, ah, mais le rugby, c'est pas comme le foot, c'est mieux. Ouais. Mais je disais toujours, mais c'est pas comparable. Mhm. Le foot, c'est le sport le plus populaire en France et probablement dans le monde. Ça touche toutes les couches de population, ce qui est maintenant le cas beaucoup plus du rugby et c'est très heureux. Mais au départ, c'était pas le cas. C'était un sport plutôt élitiste, le rugby, culturellement parlant et initialement, mais il s'est beaucoup ouvert, notamment parce que, ce dont on disait tout à l'heure, on est allé chercher d'autres publics, on a ouvert à d'autres attraits que celui simplement de la performance, et puis c'est un sport qui est compliqué pour comprendre les règles, elles changent souvent, on voit pas toujours très bien ce qui se passe, il y a des notions d'appréciation des arbitres et tout ça. Mais voilà, il y a eu une évolution du rugby qui a été souvent en France portée par les Coupes du Monde. Celle de 2007, celle de 2023. Et donc, aussi des gens qui se sont intéressés au rugby, qui ont investi dans le rugby. Donc, voilà, il y a la sphère réelle de l'économie générée par ce sport-là. Et ça existe dans plein d'autres sports. Hein. Et puis, il y a la sphère... médiatique, la sphère existante. Je parle là sur un aspect financier. Ouais, parce Aujourd'hui, il y a un diffuseur, il y a un public régulier, etc. Un diffuseur qui paye des droits conséquents, mais on est quand même au-dessus, probablement, de ce que génère réellement le rugby. On peut se dire, il n'y a que 2 ou 3 clubs qui sont équilibrés financièrement dans le top 14. Il y a quoi? Il y a la SM, il y a Toulouse, et c'est tout, peut-être Castres. Ils sont équilibrés parce qu'ils ont... Enfin, la SM, ça, je pense qu'ils sont aussi très soutenus par Michelin. Mais comme Castres. Voilà, Castres par Pierre Fabre. Finalement, il y a sans doute Toulouse, mais c'est Toulouse quand ils gagnent. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'avec des objectifs sportifs très élevés. Nous, on a connu ça à un moment à Paris. Mais du coup, le foot et le rugby, même combat, en tout cas en France, c'est en fait, des boîtes déficitaires. Sport professionnel, en fait. Voilà, enfin, il n'y a pas de jugement. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, ce qui explique ça, c'est l'attrait de la victoire. Il y a une économie réelle qui est créée par les spectateurs qui viennent, par le merchandising, par les droits télé, voilà, par tous les revenus qui peuvent exister. Mais comme dans ces milieux-là, qui sont extrêmement concurrentiels, on a des gens qui viennent et qui veulent gagner plus vite que les autres, bah, ils vont injecter de l'argent à perte. Parce qu'il faut recruter tel joueur ou telle joueuse, parce qu'elle va me permettre de gagner avant l'autre, etc. Et donc, on est toujours dans une espèce de petite bulle spéculative qui menace parfois d'exploser, ce qui est possible, et puis qui peut être aussi lié à la volonté de certains de continuer à mettre de l'argent ou pas. Faudra pas déconner avec Canal+. Faites pas comme le foot. Mais vous tenez sur Canal. C'est un vrai enjeu, mais voilà, donc ça a existé. Moi, j'ai vu le début de ça et je pense que ça a continué à augmenter pas mal. Et puis, le rugby n'est pas au niveau non plus financier du foot, donc finalement, tu peux faire un peu pareil, mais à moindre coût, quelque part. Mais voilà, la question se peut se poser sur le basket, sur le volley, sur le hand. Enfin, voilà, mais tu vois, la sortie d'Antoine Dupont sur le salary cap dans une économie qui est une économie déficitaire, est-ce que, quelle est ta position sur ça Au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'Antoine dise ça, parce que, en lisant l'article, j'ai compris en fait où il voulait en venir, parce que évidemment, lui, c'est le meilleur joueur du monde, il a un impact incroyable sur son sport et bien au-delà aujourd'hui, particulièrement dans la période qu'il traverse là, où il est blessé, il a fait beaucoup d'activités, et franchement, je vais le dire, parce que ça m'énerve, quand j'entends des gens dire « Ah, il va ci, de là, il devrait se concentrer sur sa rééduque et tout ça », je pense que c'est des gens qui n'ont jamais été blessés, qui ne savent pas quels sont les protocoles, et pour le connaître un peu, je pense qu'il n'y a pas plus sérieux que lui, et qui fait tout ce qu'il faut pour revenir dans les meilleurs délais, au meilleur moment. Donc là-dessus, franchement, ces critiques, elles sont stupides et infondées pour moi. Et après, sous sa sortie sur le salary cap, je pense que lui, il génère tellement d'argent aujourd'hui par son image, même pas que de l'argent, de la notoriété, je veux dire, et que je comprends que, moi je trouve que le salary cap est nécessaire et indispensable, notamment parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont contourné, je pense, pendant longtemps, ou qui ont trouvé des subterfuges. Et Antoine Dupont, ce que je comprends dans
dans son interview, c'est quand il y a un partenaire du Stade Toulousain qui veut se servir de mon image, s'il me paye en plus du contrat, ce qui est normal puisqu'il utilise son image individuelle, il faut que ça rentre dans le salary cap. Donc je pense qu'il a énormément de sollicitations et que du coup, ça vient être un vrai problème pour lui et pour le club parce que du coup, ils se disent mais le club, ouais mais là tu vas dépasser le salary cap donc tu peux pas le faire. Donc il se retrouve à ne pas pouvoir faire des choses tout en sachant que je pense qu'il serait potentiellement mieux payé ailleurs qu'à Toulouse. Dans d'autres clubs en France ou à l'étranger. Parce que Toulouse a une politique assez stricte. Ils ont refusé parfois des joueurs qui ont demandé des augmentations et qui ont dû partir, notamment le Sudaf ou le Colby. Mais parce qu'ils sont limités en salarié cap aussi. Exactement. Donc tout ça est un équilibre subtil. Donc je comprends pour son cas personnel qu'il puisse dire ça ou pour le cas de son club. Et ça doit amener une réflexion. Mais tout ça, il le dit très bien dans son interview, ça part d'une nécessité d'un meilleur contrôle parce qu'il y a eu des dérives. Donc je pense qu'il faut maintenir le salary cap. Il faut peut-être se poser la question de l'encadrement des droits d'image, ce qu'on appelle des droits d'image, mais tout en ayant une vigilance extrême sur le fait que certains ne s'en servent pas pour avoir des rémunérations qui soient déconnectées. En fait, moi, je trouve que ce débat, il est nécessaire de l'ouvrir parce qu'aux États-Unis, notamment sur la NBA, l'association des joueurs est décisionnaire sur le devenir de la NBA. Et donc, il y a un partage des richesses qui est a priori un peu plus égalitaire ou équitable que ce qu'on peut connaître nous en Europe. Et finalement, les principaux acteurs de la croissance de la valeur du rugby, du foot, ce sont aussi les joueurs. Et notamment en rugby, peut-être qu'ils n'ont pas une part du gâteau qui est assez grande et qui leur revient assez par rapport à cette part du gâteau qui grossit, même si on l'a dit, c'est quand même une économie très fragile. Le CVC, qui est un fonds d'investissement, est rentré dans le Six Nations. Donc il y a un appétit des investisseurs pour le rugby. Et la question, c'est est-ce que ça bénéficie à une bonne hauteur aux joueurs qui sont les acteurs de ce truc-là. Moi, je l'interprète un peu comme ça. Sur le salaire, je pense que oui. Malgré que je pense toujours qu'ils sont plus payés que ce que génère réellement le rugby, et même avec des fonds d'investissement qui sont rentrés dans des structures comme les Six Nations. Après, la question, c'est sur l'exploitation de l'image qu'elle se pose vraiment. Et là, elle se pose pour moi dans un cadre collectif plus que dans le cas individuel d'Antoine Dupont, qui est un extraterrestre à tous les sens du terme. Et donc oui, est-ce que l'exploitation de l'image de certains joueurs est suffisamment rétribuée aux joueurs par rapport au club dans les relations de partenariat qu'il a? Franchement, toutes les questions se posent, elles sont légitimes et je comprends que parfois les joueurs ils tiquent sur des choses, notamment quand ils ont des potentiels d'amélioration de leur salaire sur le temps court d'une carrière, etc. Mais après, il faut bien se dire que sans garde-fou, comme le salary cap, on n'a plus d'équité sportive du tout. Et même quand il y a des règles, parfois il y en a qui arrivent à les contourner, on le sait, c'est souvent le cas. Et donc il faut avoir des mécanismes de contrôle. Mais il faut aussi savoir les faire évoluer. Donc je pense que il a ouvert un débat, Antoine, qui doit être posé et on verra quelles sont les mesures qui sont prises. Mais oui, ça doit évidemment surtout et aussi bénéficier aux joueurs. C'était Kylian Mbappé qui avait ouvert ce sujet aussi avec la FFF sur les droits à l'image. Sur les Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet de droit à l'image dans les sponsoring. C'est le sujet du droit individuel par rapport au droit collectif. Parce que sans droit collectif, les fédés, elles n'ont pas de partenaires. Et sans droit, et parfois il y a des contrats individuels qui sont en concurrence avec des contrats collectifs ou avec des principes que les joueurs. C'était l'histoire de Kylian Mbappé. Donc, tout à fait. Le problème là-dedans, c'est qu'il faut quand même prendre un peu de recul et essayer de ne pas traiter que les cas individuels. Et jouer collectif. Et parfois, il y a beaucoup de passion et de traitements médiatiques hyper véhéments et difficiles, alors que je pense que ça nécessite d'avoir du recul. Mais c'est pour ça que je pense que dans les commissions ou dans les ligues professionnelles notamment, parce que c'est principalement pour les sports professionnels, on a besoin d'avoir des gens, alors il y en a déjà, je pense, des sortes de commissions permanentes qui travaillent sur l'évolution des statuts et du sport et des règles en fait qui encadrent ce sport-là. Je pense que c'est un garde-fou qui est nécessaire pour et pas simplement régir un cas individuel d'un joueur ou d'un club qui est dans une difficulté ou dans un mécontentement circonstanciel.
C'est un peu ta casquette d'ancien Proval là, qui parle, l'ancien syndicaliste qui défendait la cause des joueurs. Parmi les autres sujets qui menacent peut-être aussi le rugby, il y a quand même, tu vas peut-être me corriger, mais pas forcément une énorme croissance du nombre de licenciés dans les clubs. Il y a plutôt un vieillissement de la population qui regarde et qui vont dans les stades. Et puis il y a le sujet de la santé. Toi, selon toi, quel est l'élément qui menace le plus le rugby là, dans les 5-10 prochaines années? D'abord, sur ce que tu viens de dire, je pense que les licences, elles sont reparties à la hausse, ce qui n'était pas le cas les dernières années, mais je crois que là, notamment, pour pas un tas de facteurs mélangés, mais là, je pense que, par exemple, la victoire de l'équipe de France de rugby à 7 au jeu a été bien. Voilà. Dupont. Ouais. Des joueurs aussi qui sont inspirants pour d'autres. La féminisation du rugby est aussi un facteur qu'il faut souligner et accompagner, y compris dans leur professionnalisation, clairement. Après, le vieillissement des gens qui regardent. Parce que... Oui, pardon. Parce que... parce que je pense qu'on... Enfin... J'ai pas de chiffres là-dessus. J'ai cette pensée naturelle c'est factuel, mais du coup, ça doit interroger sur comment on va chercher un public plus jeune. Ce qui est souvent, en fait, la question que se posent les gens qui travaillent dans le marketing du sport, pour savoir comment on va chercher une cible plus jeune. Les marques le font beaucoup, évidemment. Mais c'est une vraie question. Et je pense qu'il y a des gens qui ont des idées là-dessus. Et il faut s'en soucier parce que du coup, il y a le renouvellement du public. Il y a un projet de ligue fermée là, d'un Anglais. Mike Hindal. Exactement. Bon, moi, je suis pas du tout favorable à ce genre de truc. Mais parce que du coup, il ne faut pas aller complètement à l'encontre et de la culture et de l'organisation géographique de ces sports. Parce que sinon, en fait, tu n'auras plus que ça à la fin. Donc, c'est un autre débat. Non, mais je disais, qu'est-ce qui menace, quelle est la plus grande menace et j'en viens là, c'était évidemment un certain nombre de dérives qu'il faut essayer d'éviter, dont on a toujours parlé. Évidemment, quand il y a plus d'argent, quand on a des joueurs qui ont cet objectif-là depuis qu'ils sont tout petits, finalement, quand ils arrivent en pro, ils ont juste atteint un objectif et ils ont parfois été sortis très tôt d'un cadre familial. C'est bien ou c'est pas bien. Donc, comment tu les formes, comment tu leur apprends qu'il y a autre chose aussi dans la vie que le rugby. Ça reste un microcosme comme chaque sport. La vie, c'est pas que le sport, c'est pas que ce que tu pratiques, même si tu en fais tout le temps et tous les jours, comme moi je l'ai fait pendant longtemps. Mais évidemment, il y a le sujet de la santé. La santé directe et indirecte, j'allais dire. Il y a la santé physique, les impacts, les blessures que tu peux avoir, les chocs à la tête. Les nouvelles règles là qui sont commotion, à la fois les protocoles et puis à la fois maintenant j'ai vu que World Rugby a sorti des règles pour garantir 12 semaines dans l'année sans aucun contact. Voilà, donc ça c'est des nouveaux protocoles qui se mettent en place qui vont en ce sens-là parce qu'ils ont compris parfois un peu par l'urgence de la chose, mais que c'était indispensable en fait. Il faut évidemment préserver à tel point que moi des fois je trouve qu'il y a des règles qui sont même qui vont trop loin. Mais t'as peur un peu pour l'ajustement. Quand on a la sortie de Chabal sur... j'en ai parlé pas avec Seb. Donc Sébastien Chabal qui avait sorti sur les conséquences neurologiques de sa pratique du rugby, des impacts. Et lui, il en a mis quelques-uns des cartons. Il en a mis des cartons, il en a pris aussi, sinon il n'aurait pas ce qu'il a décrit comme symptômes, donc qui ont été surinterprétés. Je pense que j'en ai pas parlé avec lui directement, mais avec des gens qui sont proches de lui. Et il peut avoir quelques troubles de la mémoire, mais ça ne l'empêche pas de vivre normalement au quotidien. Moi, j'en rigole souvent. Quand j'oublie un truc, je dis souvent, ou on dit pour moi, ma femme ou d'autres, de toute façon, il a pris trop de coups sur la tête. Mais oui, non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que d'abord, je pense que j'ai eu la chance d'être extrêmement bien suivi médicalement pendant toute ma carrière. Et c'était aussi une des forces qu'on avait à Paris et au stade, parce qu'on avait un super médecin qui est maintenant le médecin de l'équipe de France.
de rugby, donc là-dessus, et qui a été le pionnier sur ces protocoles commotion. Alors moi, c'est arrivé tard dans ma carrière, mais c'était autour de 2009. Voilà, mais j'ai fait des KO, hein, pas beaucoup, mais j'en ai fait. J'ai pas l'impression d'avoir des séquelles. Je sais pas te dire si j'en aurai plus tard. Mais oui, après, c'est extrêmement préoccupant. Je me souviens de joueurs qui faisaient des KO tous les 15 jours, alors des petits, sans perdre de connaissance, tout, mais il n'y avait pas de protocole, quoi. Donc nous, le mec venait te voir, il te disait ça va, et comme quand t'es KO, tu te rends pas compte, tu dis toujours que ça va. Donc oui, c'était extrêmement dangereux. Il y a eu des cas, j'en ai vu et lu des témoignages de gens qui ont des vraies séquelles et qui sont problématiques. Et, voilà, il faut encadrer ça. Je pense que maintenant, on a pris la mesure de... C'est vrai que maintenant, on voit des matchs, il y a des fois des décisions pour la sûreté des joueurs, mais qui sont ou involontaires ou vraiment parfois pas dangereuses et qui influent le cours du jeu, que parfois je me dis quand même, ouais, mais enfin moi, après, sinon, il faut plus faire un sport de contact. C'était pas comme ça notre époque. Dans le sport de contact, il y a une intégrité physique qui peut être menacée. Bien sûr, pour la tête, il faut y faire extrêmement gaffe, parce que si tu as un genou en plastique, parce que tu te fais mettre une prothèse, c'est moins grave, parce qu'à la tête, tu peux pas le faire. Et puis ça régit ton quotidien de vie. Donc oui, là-dessus, ça, c'est la chose qu'il faut le mieux encadrer. Et puis, il faut être vigilant. Le sport, il est le reflet de la société. On a vu qu'il y a parfois des débordements, comme on a vu récemment. Il y en avait à mon époque aussi. Tu parles de la drogue ou tu parles des... Non, là, je parlais des bagarres entre supporters, et voilà, des menaces, des trucs comme ça. Oui, mais... Je suis en train de décrire le rugby, c'est pas bien du tout. Non, mais sur les affaires que tu dis, mais oui, ça ressemble à la société. Oui, le rugby n'y échappe pas. Voilà, en 2003, il y avait déjà des affaires comme ça. On nous en parlait beaucoup en Angleterre. Donc ça existe, mais il faut y être extrêmement vigilant. En fait, il ne faut pas mettre les trucs sous le tapis. Sous le tapis, tu vois. Faut pas dire, nous, parce qu'on est un sport qui véhicule un certain nombre d'idées collectives, on est à l'abri de rien. Donc en fait, il faut prendre ces sujets et il faut les traiter, quoi. Il ne faut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Faut qu'on passe à la suite parce que non, c'est moi en plus je t'ai relancé sur le rugby, alors je me dis vas-y dépêche-toi, faut que tu ailles sur l'autre chapitre. Et l'autre chapitre c'est la politique. Au moment de ta fin de carrière, tu t'es dit que tu allais faire quoi? Est-ce que tu t'es dit que ce chemin était un chemin évident pour toi? Est-ce que tu avais d'autres chemins que tu aurais pu prendre? J'ai jamais même pensé une seconde à ce chemin-là. Donc le chemin politique. Des responsabilités que j'ai été amené à avoir après. Moi, j'avais monté une société, je commercialisais un concept équivalent aux Eco-Cups, des gobelets en plastique réutilisables. Donc j'avais monté cette boîte-là et par ailleurs, je faisais beaucoup d'accompagnement du changement d'entreprise, de techniques managériales, etc. Et je devais prendre des parts dans une société qui était spécialisée là-dedans. Et donc, sans doute m'orienter vers ça, puisque j'avais à l'époque quand même un peu envie de sortir du rugby, de voir autre chose, etc. Et puis, au final, comment s'est passée l'entrée dans ce milieu-là, c'est que comme j'ai fait toute ma carrière dans le même club, évidemment, on connaît un petit peu plus l'écosystème local et notamment les responsables politiques et les maires en question, d'abord Bertrand Delanoë, puis après Anne Hidalgo. Puis nous, on avait en plus le sujet du stade, de la rénovation du stade Jean-Bouin, que Anne Hidalgo avait porté comme première adjointe. Et donc voilà, ces personnes, on les rencontre une fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, puis il y en a certaines avec qui on a des affinités, et c'était le cas des 2 maires, d'abord Bertrand Delanoë, puis après Anne Hidalgo, mais sans avoir une proximité au-delà de ça, mais avec un ressenti mutuel. Mais une sensibilité de gauche quand même que tu avais. Tu ne serais pas allé avec un maire de droite? Je ne pense pas. Que j'ai toujours eu, et j'étais pas dans une famille extrêmement politisée non plus, mais il y avait des débats politiques aussi. Mais oui, j'ai eu ça. Ma vie m'a aussi amené. On dit toujours que c'est souvent plus difficile d'être de gauche que de droite, quoi, parce que faut penser pas que à son cas personnel, sans jugement aucun. Mais moi, c'est vrai que dans mon parcours de vie, j'ai eu des gens qui ont eu des grosses difficultés, et qui ont pu être rattrapés par le système, parfois qui ne l'ont pas été non plus.
Et j'avais cette sensibilité-là et voilà, et puis cette ouverture à une notion de partage, même si dans l'environnement du sport pro, on est plus sur moi, je veux absolument garder ce que j'ai parce qu'on ne sait pas combien de temps je vais l'avoir. Donc voilà. Mais oui, cette sensibilité, elle existait. Et donc, pour en venir au fait, quand j'arrête en 2015, avant les phases finales, je fais mon dernier match à Paris, donc j'invite un peu tous les gens qui ont compté dans ma carrière. Et donc j'invite Anne Hidalgo à venir au match, qui avait été élue maire depuis un an. Ouais. Et elle ne peut pas venir et elle me dit écoute, je voudrais qu'on se voit, j'ai quelque chose à te proposer. Bon. Puis le fait est que j'annule le déjeuner qu'on avait planifié parce que je pars en tournée avec les Barbarians après le titre. Donc du coup, je finis par la voir au mois de juillet et vraiment sans savoir ce qu'elle allait me proposer. Et donc c'est là où je vais déjeuner avec elle et elle me dit écoute, je pense que je vais engager la ville dans le process de candidature des Jeux pour 2024. Voilà, j'ai besoin d'un profil un peu différent des gens qui sont dans mon équipe aujourd'hui et je pensais que tu pouvais m'accompagner au sein de mon cabinet sur le sport et les jeux. Alors je lui ai dit merci de la proposition, mais ça veut dire quoi travailler dans un cabinet quoi, pour te dire comme j'étais assez loin voilà, la connaissance de ce milieu-là et donc je n'y avais manifesté aucun objectif ou aucune visibilité sur une telle évolution. Donc bon, je vous passe les détails. Après moult discussions, après avoir rencontré son directeur de cabinet, parce qu'il fallait que ça fonctionne avec lui aussi. Je suis arrivé donc au mois d'octobre, le temps de récupérer un peu à la fois de ma saison et puis de ma carrière, et puis le temps de laisser aussi partir la personne qui était avant moi et qui a été très élégante d'ailleurs. Et je suis arrivé donc le début octobre, je crois que c'était le 3 octobre 2015, quasiment un mois avant les attentats de Paris, quoi. Donc bon, ça a été très difficile au début parce que tu t'arrives dans un nouvel environnement que tu maîtrises pas, où t'as pas les codes, t'as pas tout ça. Mais voilà, en même temps, ça a été un challenge incroyable. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, pas tous, hein, on va pas se mentir, mais beaucoup. Et puis voilà, puis après, tu prends les sujets. C'est vrai que je parle des attentats parce que, quoi qu'on en dise, ça a changé la manière ça nous a changé. Ça nous a tous changé, ça a changé notre vie quotidienne et ça a bouleversé quelque chose que je maîtrisais déjà pas trop parce que je venais d'arriver, mais dans complètement autre chose. Et puis moi, mon premier gros dossier, c'était l'Euro 2016. Donc quelques mois aussi après les attentats. Donc ça a été, et pour en revenir à ta question, très formateur, très dur. Je pense que j'étais pas loin de faire un petit burn-out à la fin de la première année. Pourquoi c'est dur ? Parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que je voulais montrer que je pouvais être un interlocuteur fiable et qui connaissait ses dossiers, et que j'ai dû apprendre tout ça dans un temps extrêmement court. Concrètement, c'est quoi être adjoint au sport et à quoi tu sers au quotidien? Tu n'étais pas encore adjoint, on y reviendra après. Mais vas-y, alors revenons sur cette difficulté que tu as éprouvée. Ouais, sur le début. Ouais. C'est arriver faire des réunions, beaucoup de réunions, beaucoup de réunions avec des gens qui maîtrisent des sujets, par exemple sur les sujets budgétaires et sur lesquels toi tu dois avoir une appréciation. Donc dire si c'est la bonne orientation ou pas, si telle enveloppe dans le budget est bien orientée, à la fois sur ce qu'on appelle les budgets de fonctionnement, mais aussi les budgets d'investissement. Donc ça, c'est découvrir cet environnement-là, c'est être avec des gens dans ces réunions qui sont de plein de milieux différents, donc d'avoir comment ça fonctionne, parce que la ville de Paris, c'est à la fois une ville, mais c'est aussi un département. Donc comprendre les strates administratives, quels sont le rôle des politiques là-dedans, les adjointes et les adjoints que je suis maintenant, mais qu'à l'époque je n'étais pas, que j'étais au cabinet de la maire. Voilà, donc comment ça fonctionne? Il y a un secrétariat général, il y a des directions. Voilà, quelle est la verticalité de tout ça? Tu arrives dans une matrix un peu complexe. Qui sont les bons interlocuteurs, qui prennent les décisions, etc., etc. Et donc, tu as des acronymes. Ils n'ont plus finir. J'ai entendu quelqu'un dire ça hier ou avant-hier, et ça m'a tellement rappelé ça, quoi. C'est-à-dire que tu arrives dans des réunions où les gens parlent en acronymes, tu ne comprends rien. Donc en fait, tu notes les acronymes et puis après, tu essayes de comprendre ce que ça veut dire pour reboucler. Donc voilà, c'est vraiment une matrix
que tu n'as pas. Puis après, il faut le dire aussi, hein, tu es entouré de gens extrêmement brillants et qui sont pour la plupart des hauts fonctionnaires qui ont fait des très hautes études, hein, pour beaucoup l'ENA ou Sciences Po ou les deux, ou des Normal Sup ou Polytechnique, ou voilà, des gens très très haut formés. Et donc, qui ont à la fois un regard sur toi qui est un ancien sportif, qui peut être sympathique et aidant, Mais un peu condescendant mais avec aussi. un peu de jugement, Ouais. tu vois, en mode, ok, lui, pourquoi il est là, quoi. Et donc, Mais- moi, je dis souvent, mes 6 premiers mois à la mairie, j'ai eu l'impression à chaque réunion de passer un entretien d'embauche. Ouais. Et vraiment, je me suis mis dans cet état d'esprit-là. Genre, je vais bosser, je vais leur prouver que je suis un interlocuteur fiable. On pourra avoir des désaccords, on pourra avoir tout ça. Mais donc, ça a été extrêmement contraignant et impliquant, mais voilà, c'était aussi une manière de tourner la page de ma carrière, de me lancer dans quelque chose d'autre, de ne pas avoir à réfléchir, est-ce que tu as bien fait de faire ça, est-ce que tu n'aurais pas dû rester dans le rugby, est-ce que si, est-ce que ça. Et après, je me suis dit, t'y vas, tu le fais à fond, et dans un an, on en reparle, Ouais. même si les attentats m'ont complètement éclaté tout ça. Ouais. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ouais, je sais. Des réponses plus courtes. Non, fais pas des réponses plus courtes. comprends, Au contraire, non, je comprends rien du tout. Du coup, là, t'es rentré dans une lessiveuse, t'as beaucoup appris, mais t'es quand même quelqu'un qui vient du monde du sport où la mesure de la performance, elle est assez simple. Ton résultat du week-end, ou est-ce que t'es sur la feuille de match. Comment tu t'assurais d'être bon? Enfin, qu'est-ce qui faisait que tu t'estimais que tu faisais bien ton travail? C'est une très bonne question. D'abord, dans les points réguliers que tu as avec tes supérieurs hiérarchiques. Ouais. Moi, c'était C'était directeur de cabinet à l'époque. directeur de cabinet ou directeur adjoint de cabinet et directement la maire, Ouais. puisque j'avais, de par la candidature des Jeux notamment, l'occasion de passer du temps avec elle et donc d'échanger sur nos différents sujets qui ont pour beaucoup, enfin on a eu beaucoup de sujets pas simples, hein, notamment celui des Jeux, Ouais. et ne serait-ce que déjà à l'époque de gagner l'organisation des Jeux. On n'est même pas dans la phase de livraison. Je suis désolé, est-ce qu'Annie Gallo était vraiment enthousiaste à l'idée d'accueillir les Jeux à Paris? C'est pas qu'elle était enthousiaste, c'est que c'est elle qui a décidé d'accueillir les Jeux. Mais elle y a mis un certain nombre de principes ou de nécessités. Moi, je suis arrivé vraiment à ce moment-là, quoi. Et je pense que le succès des Jeux est aussi lié à ça. Parce que ces principes de précaution ou ces orientations qu'elle souhaitait faire et les garanties qu'elle voulait avoir pour engager Paris ont amené au concept qui a été mis en place avec Bernard Lapassé, avec Tony Estanguet et évidemment toutes les autres parties prenantes qui se sont agrégées là-dessus. Bernard Lapassé, grand homme du sport français qui est décédé il n'y a pas très longtemps, mais qui était notamment le patron de l'IRB. Mais oui, ça a été le premier. Moi, c'était mon président de la Fédération française de rugby et ça a été le premier dirigeant du mondial du sport qui a pris une fédération internationale. Et c'est vraiment lui qui allait chercher Tony Estanguet pour pousser la candidature de 2024. Et on avait quand même perdu beaucoup, et notamment Paris avait perdu en 2005 pour les Jeux de 2012. Et c'était vraiment un vrai traumatisme. Anne Hidalgo y était à l'époque et ça avait été particulièrement difficile. Et donc, elle a exigé un certain nombre de garanties dans l'engagement de la ville, et notamment auprès du CIO. Et sur moins de construction, des budgets maîtrisés, une nécessité d'avoir une approche environnementale, donc de réduire énormément l'empreinte carbone de l'événement. Et tout ça dans un moment où tu es en phase de candidature. La phase de candidature, d'habitude, tu es là pour plaire aux gens. Donc, tu leur dis pas... pour te plaire, je vais te dire qu'il faut changer les règles, quoi. Tu vois. Donc, c'était un peu cette dualité-là. Mais à partir du moment où moi, je suis arrivé, où elle m'a dit je veux engager les Jeux et j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés pour ça, on y est allé à fond et elle était éminemment convaincue. Et d'autant plus, et elle l'a dit souvent, après les attentats de 2015, puisqu'il fallait reprojeter Paris dans quelque chose d'autre. Et je te donne juste une anecdote. Il s'est passé 19 ans entre les attentats et les Jeux et le succès que ça a été mondial. Donc il y a eu, après les attentats, toute la période
et quelques années après, où notamment aux États-Unis, on parlait de no-go zone à Paris, bien sûr, voilà, bien sûr. etc. Il y a eu un bashing de la France monstrueux à l'étranger. Bashing Et de Paris. une De surinterprétation sur l'aspect sécuritaire, Ouais, alors bien qu'on sûr. pouvait comprendre les premières années, mais voilà, après. Je me souviens de cette carte sur CNN Voilà. ou Fox News des Exactement. no-go zones dans Paris, je me rappelle très bien. Et c'est là où j'en viens avec les Jeux. J'ai vu des Américains pendant les Jeux, beaucoup d'Américains, et d'ailleurs ils sont revenus à Paris depuis les Jeux, beaucoup plus qu'avant, qui m'ont dit ah ben, nous, en fait, depuis les attentats, on pensait que c'était dangereux de venir à Paris. Quoi. Ouais. Et qui ont halluciné quand ils sont arrivés d'abord de voir la transformation de la ville et Bien puis sûr. évidemment de voir le degré de sécurité qu'il y avait pendant les Jeux, évidemment, mais qui globalement ne correspondait pas du tout à ce qu'on avait pu leur dire, même quand on était hors des zones des Jeux. Quoi. Bon, voilà. Je t'ai fait faire une digression de malade sur comment on évalue sa performance. Oui, donc, mais on l'évalue moins que, évidemment, quand on est sportif de haut niveau et qu'on est jugé tous les jours dans son staff d'équipe, tous les week-ends par les journalistes et par les résultats que tu as. En fait, tu as des objectifs. Hein. D'abord, tu t'en fixes. Et moi, je le ferai ça dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel environnement. Et j'essaye de les mettre à un objectif assez ambitieux pour que ça me pousse en ce sens. Puis après, tu as des feedbacks. Voilà. Et puis, en fait, quand tu es dans ces postes-là, comme je le suis encore aujourd'hui. C'est du compagnonnage un peu, finalement. Ouais, et puis tu es dans un truc de l'immédiateté. Parce que tu as tout le temps des choses qui arrivent que tu n'avais pas prévues, etc. En fait, il faut essayer de garder une trame de fond et de continuer à la faire avancer malgré un quotidien qui est toujours hyper sollicitant, prenant et imprévu. Donc voilà, mais cette évaluation-là, elle est différente du sport de haut niveau, mais très régulière. Moi, il est clair que j'ai des marqueurs. Avant les Jeux, avant même qu'on ait les Jeux, c'était d'accueillir beaucoup d'événements internationaux à Paris pour montrer qu'on était en capacité d'accueillir les Jeux. Donc on parlait de l'Euro 2016, mais il y a eu les championnats du monde de hand, de hockey, la Coupe du monde de badminton récemment. En 2019, je te parle de tout ça avant les Jeux. On a eu une politique très forte avec des événements qui se sont bien déroulés à chaque fois, etc. Jusqu'à en même temps l'organisation des Jeux et le quotidien du sport qui est compliqué à Paris puisque énormément de besoins, énormément de demandes, mais une densité de ville très importante qui fait qu'on n'a pas assez d'équipements, et donc il faut chercher des solutions, essayer de les mettre en place, etc. Donc tout ça, en même temps, c'est des facteurs de jugement. Après, moi, j'avais des gros marqueurs. Évidemment, les gros marqueurs, c'était la réussite des Jeux et la baignade dans la Seine. Et je crois que je ne me suis pas trop mal sorti. Ouais. La réussite des Jeux, tu n'étais pas tout seul. Il y avait un gros comité d'organisation. Oui, mais moi, pour la ville. Sur la partie ville. Parce que tu me dis évaluer mon... Évidemment, j'étais très loin d'être tout seul. Et il n'y a pas que le comité d'organisation qui a joué un rôle évidemment central, mais il y a tous les partenaires, il y a toutes les parties prenantes. Ça a été, moi, je l'ai porté comme tel en tant que ville hôte. Ça a été quand même essayer d'avoir un projet collectif qui fonctionne parce qu'on avait besoin de tout le monde. Voilà. Et ce projet collectif qui a fonctionné entre une région à droite, une ville à gauche. Alors oui, Pécresse et Hidalgo n'étaient pas forcément les meilleures copines du monde, mais elles se sont mises autour de la table pour faire en sorte que tout ça réussisse. Au milieu, avec encore une sensibilité politique différente. Puis la Seine-Saint-Denis, avec ces diversités aussi qu'il peut y avoir. Donc oui, ça a été un des enjeux de la réussite de ces Jeux, parce que maintenant on sait qu'ils sont réussis, mais en tout cas d'arriver à les livrer tels qu'on voulait les faire et que ce soit un succès. Et les équilibres politiques n'ont pas toujours été simples, mais on a essayé de faire primer le projet avant tout. Et oui, ça a fait partie de mes missions de trouver des équilibres et que chacun finalement soit heureux et content de faire partie de ce projet et de sa réussite. Tu viens de dire un truc hyper important sur lequel on va revenir, et c'est trouver des équilibres, et tu vas m'expliquer ça juste après. Mais qu'est-ce que tu as appris de quelqu'un comme Anne Hidalgo ? Tellement de choses. Quelqu'un qui est très controversé. Mais beaucoup là-dedans, parce que du coup, moi, j'avais pas trop cette image. Bon, évidemment, j'avais tout à fait conscience de la violence qui peut exister dans la politique, même si elle devient de plus en plus inquiétante, quand même, parce qu'elle se radicalise beaucoup. Et elle est plus que verbale.
Elle est très verbale, elle est très réseaux sociaux, elle est très amplifiée par les médias traditionnels, on va dire. Elle n'est pas plus que verbale, quoi. Il y a aussi des actes plein d'élus physiques. Ça pose la question aussi de la vocation à être élu. Hein. C'est un sujet plus large. Mais... Et bon, qu'est-ce que j'ai appris d'elle? J'ai appris la détermination qu'elle a eue, j'ai appris la vision aussi. On en parlait pour les Jeux, mais pour la ville de Paris, c'est aussi... fou. J'ai vécu le sujet, par exemple, de la fermeture des quais de Seine, qui est, moi, à l'époque, j'étais pas là depuis longtemps, une violence, mais infinie, y compris judiciaire, etc., quand aujourd'hui, plus personne ne reviendra en arrière. L'un des derniers exemples avec lequel, moi, je pouvais émettre des réserves, mais sur l'évolution du périphérique, voilà, aujourd'hui, oui, des fois, quand il n'y a personne, c'est chiant de rouler à 50 sur le périph', certes. Mais quand on regarde les résultats, moins de bruit, moins de pollution, moins de bouchons. Donc dans ce cas-là, on se dit, en fait, c'était peut-être ça qu'il fallait faire. Voilà. J'ai appris cette détermination, cette capacité aussi à résister à la pression, je pense. Et voilà, après, il y a des choses qui sont de l'ordre aussi du travail, qui sont pas forcément... Mais voilà, elle est déterminée. C'est ce qui explique qu'elle soit aussi controversée, mais je pense que la question souvent, c'est est-ce qu'elle aurait atteint les mêmes résultats si elle avait fait autrement? On ne saura jamais ça. On ne saura jamais. Mais le fait est que j'ai vu quand même qu'en procédant autrement, y compris même à mon niveau, si tu ouvres des portes, si tu dis oui, peut-être qu'on va faire ça, mais c'est pas sûr, parce que ça dépend si tout le monde est d'accord, ça dépend si c'est vraiment bien ça qu'il faut faire, on va regarder, on va écouter. Généralement, quand tu fais ça, tu te fais écraser. Tu te fais écraser. Donc, ce que tu dis là, c'est qu'on ne peut pas aller chercher tout le temps du compromis. Il faut être un peu passé par la force. Après, parfois. Elle a été élue et réélue avec un programme qui était très clair. Et ce qu'elle a fait, c'était la mise en application de son programme. C'est ça qui définit une démocratie aussi pour moi. C'est-à-dire que tu donnes des orientations de ce que tu veux faire. Et quand on te donne l'autorisation démocratique de le faire, tu le mets en place. Et après, tu ne peux pas recontester chaque chose que tu as dit que tu allais faire quand tu es élu, parce que tu ne fais qu'appliquer ton programme. Sur lequel tu as été élu. Après, les critiques qu'il peut y avoir, il y a évidemment toujours des meilleures manières de faire, etc. Voilà, mais je pense que l'histoire donnera largement part à toute la transformation de Paris qu'il y a eu. Et je le dis sur les sujets que j'ai vus aussi, à la réussite des Jeux, au succès que ça a été, même si tu l'as dit et je le dis et je ne cesse de le dire, c'est évidemment une réussite collective, mais on est quelques-uns à avoir été là du tout début jusqu'à la toute fin. Et moi, j'ai le screening tu vois, de ce qui s'est passé, ce par quoi on est passé, ce à quoi il a fallu résister, parce qu'il y a aussi des forces... Raconte, c'est quoi ce à quoi il a fallu résister? Parce que, par exemple, nous, on a voulu sortir du plastique à usage unique à Paris pendant les Jeux. C'est difficile parce que ça coûte des sous. Ça veut dire qu'il fallait changer des modèles. Les partenaires top du CIO n'étaient peut-être pas d'accord, en l'occurrence Coca-Cola. Ils ont fait des efforts qu'il faut saluer. Je pense qu'ils doivent aussi réfléchir, et ils le font, à une transformation de leur modèle, que de la petite bouteille à usage unique, etc. Et on l'a fait sur les sites temporaires, dans tous les sites temporaires des Jeux à Paris, ce qui a fait économiser 8 millions de tonnes de plastique. Hein. C'est pas une goutte d'eau, quoi. Et quand on voit les conséquences que ça a sur les océans et le changement climatique, on se dit qu'il faut le faire à plus grande échelle. Mais c'était pour nous important de dire, si on peut le faire pour le plus grand événement du monde, on peut le faire à bien d'autres échelles. Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu... plein d'autres choses pour respecter les budgets, sur la probité, sur un certain nombre d'engagements qui venaient du départ du contrat d'engagement initial et qui ont rencontré la guerre en Ukraine, la crise Covid, l'inflation. Et tenir les budgets, c'était aussi renoncer à certaines choses. C'était aussi tenir pour quand même financer encore des choses parce qu'elles correspondaient à notre projet, notamment sur les programmes héritage. Voilà, tout un tas de choses qui peuvent venir de puissance industrielle ou de lobby, mais qui peuvent aussi venir de problématiques internes qui parfois sont contradictoires. Tu as dit tout à l'heure, essayer de trouver des équilibres, j'ai essayé de trouver des équilibres. Est-ce que tu peux nous partager un exemple de négo ou de choses que tu as dû faire pour trouver cet équilibre ou débloquer des situations? Déjà, il faut parler avec tout le monde.
c'est toujours nécessaire. Et essayer de voir où est-ce qu'il y a un chemin quand on est sur des positions très éloignées. Mais il faut bien avoir en tête que les différences politiques, elles venaient. Il y en a eu, par exemple, sur le choix de certains sites, je sais pas, est-ce qu'il faut prévoir voiture pour déplacer les athlètes ou enfin voilà, des choses très spécifiques. Est-ce qu'il faut 400 000 personnes à la cérémonie d'ouverture ou 500 ou 600 ou 800 000 voilà, des choses sur le projet lui-même. Mais après, tout ça est percuté par ce qui se passe autour, en fait. Par la politique nationale, par les affrontements qu'il peut y avoir, par d'autres dossiers sur lesquels tu as des désaccords et du coup, il y a des prises de position médiatiques difficiles, etc., ou parfois un peu des agressions médiatiques et tout ça. Donc, déjà, il faut essayer de recentrer au maximum sur l'intérêt du projet, dont tout le monde avait intérêt à ce qu'il fonctionne, hein, évidemment. Et puis après, il faut voir sur quoi tu peux bouger, sur quoi les autres peuvent bouger aussi pour trouver des compromis. Et voilà, les périmètres de sécurité, enfin, il y en a eu plein, quoi. Le financement des zones de certaines choses sur les zones de festivité qu'on avait. Nous, on était en charge des zones d'approche des sites de compétition. Qu'est-ce qu'on met dedans, combien de volontaires on met, est-ce qu'il peut enlever des coûts à certains et pas à d'autres, les formations, l'habillement des gens qui travaillent pour les jeux. Il y a des sujets infinis et franchement, ça mériterait un podcast dédié. J'adorerais. Mais voilà, mais c'est très important. Mais après, ça a été dur hein, parfois. Hein. Je dis pas que c'était facile. Hein. Franchement, il y a eu des moments. Je me suis dit ça va être compliqué là. Mais voilà, il faut parfois un peu de temps. Il faut aussi comprendre ce qui fait bouger les acteurs. Voilà, et trouver des équilibres. Il y a des gens avec qui c'est hyper facile, même si t'as pas les mêmes idées politiques, parce qu'ils ont même système de fonctionnement, ils respectent le b.a.-ba des choses, ils s'expriment avec de la mesure, etc. Et puis il y en a d'autres avec qui c'est pas le cas. Donc là, c'est plus difficile. Je le disais en introduction, il te reste plus que 6-8 mois à peu près d'adjoint. Tu arrives du coup à la fin de ce cycle-là. Ce muscle que ou ces muscles que tu as particulièrement travaillé avec cette carrière politique, tu ressors avec quoi de plus que ce que tu avais quand tu es rentré? C'est pas tant dans la politique. De plus ou de mieux, hein, d'ailleurs. Ça m'a appris beaucoup je te l'ai dit au début, à contrôler mon agacement, on va dire. Ton impatience. Et aussi mon impatience, parce que même si, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans les mandats locaux, tu peux décider quelque chose, demander à le mettre en œuvre et en voir le résultat. Ce qui n'est pas le cas dans des fonctions, je pense, ministérielles ou parlementaires. Tout en ce moment. En tout cas, c'est plus difficile. Je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est plus difficile. Sur le temps d'un mandat que j'ai fait de 2020 à 2026, j'ai décidé beaucoup de choses, on a décidé beaucoup de choses dont on a vu le résultat, en particulier grâce aux jeux qui ont accéléré un certain nombre de sujets. Donc ça, c'était très instructif. Ça m'a beaucoup appris dans la gestion d'équipe, hein, même si dans ma carrière de sportif, j'ai eu aussi ça. Mais là, j'ai eu une équipe directe à gérer d'une quinzaine de personnes et une équipe sur les jeux de 180 personnes dédiée à l'organisation des jeux pour la ville de Paris et une équipe de la direction des sports qui est de 2600 personnes. Donc, tu as différentes strates managériales. Ça m'a aussi appris à définir une stratégie et un programme et à trouver les ressorts pour le mettre en œuvre. Donc, avec mes relais intermédiaires qui vont d'un directeur d'une administration jusqu'au gars qui ouvre et ferme les équipements et qui est essentiel pour que ça fonctionne. Donc, voilà, c'est aussi des niveaux managériels. J'ai passé, je vais encore en passer beaucoup d'heures aussi avec les organisations syndicales et c'est aussi riche d'apprentissage, parfois aussi difficile parce que un peu caricatural des fois, mais absolument indispensable pour continuer d'avancer. Donc j'ai élargi ma palette à la fois dans la gestion d'un projet
qui était le plus grand projet du monde, donc je n'étais pas Tony Estanguet, mais dans ma fonction de adjoint aux Jeux Olympiques et Paralympiques de la ville hôte, j'avais quand même une vision très transversale du sujet. Donc voilà, et puis après j'ai porté aussi plein d'autres choses qui sont moins médiatiquement visibles. Et c'est ça qui m'embête, c'est qu'on a plus beaucoup de temps et j'aurais bien voulu qu'on rentre dans le métier d'un adjoint au sport d'une ville, d'une 5 plus grandes villes plus emblématiques du monde, de savoir qu'est-ce que fait un adjoint au sport, qu'est-ce que font les autres adjoints au sport dans d'autres villes comme New York, comme Madrid, comme Londres, tu vois. Je n'aurais pas forcément répondre parfaitement à cette question parce que le niveau administratif est un peu différent, mais par contre à Paris, ce que je peux te dire très rapidement en 2 phrases, c'est qu'un adjoint au sport, il s'occupe d'une petite association de 200 personnes, de l'allocation de son créneau et de l'entretien de son équipement, jusqu'à le plus grand club du monde, du PSG, là. ou le plus haut niveau de chaque sport, parce qu'on a la chance d'avoir quasiment le plus haut niveau national et parfois international. Surtout 2025, c'était un beau cru pour le sport parisien. Donc, tu fais ça et tu t'occupes aussi beaucoup de sport scolaire, d'accompagnement de la pratique sportive pour les gens qui sont éloignés de la pratique, donc des dispositifs municipaux qui sont mis en place pour aller chercher des gens qui font pas de sport ou qui peuvent pas se payer des licences ou dans un club. On n'a pas assez développé par manque de temps aussi les relations avec le sport privé. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Tu as l'aménagement de l'espace public qui est aussi un enjeu de demain sur le sport. Faut bosser avec Sportfield. On bosse déjà avec eux. Mais donc en fait, il y a une multitude de sujets qui vont même au-delà de la pratique du sport, de l'aménagement urbain en est un par exemple. Donc tu t'occupes des petites structures, des petits assos, des moyennes, des grands clubs de 500 équipements sportifs à peu près à gérer à Paris, de leur entretien et de la construction de nouveaux quand tu as des opportunités. Il faut évidemment se battre pour avoir le maximum de moyens pour le faire. Tu as tous tes dispositifs d'accompagnement aussi. Et puis tu as toute ta politique événementielle qui à Paris est très très importante. Bien sûr, toutes les courses sur route, on a à peu près une 50aine par an dans Paris, des plus grosses avec le marathon jusqu'à des petites courses de quartier. Et avec des politiques publiques que tu mets en place là-dessus. Je parlais de la sortie du plastique à usage unique qui en était une aussi. Et puis je me suis aussi, j'avais la délégation de la Seine. C'est vrai que ça faisait partie de ton mandat, la Seine. C'était aussi passionnante, que j'ai récupérée en 2021, après le Covid, quelques mois après le Covid. Et c'était tellement passionnant. Et là aussi, comme pour les Jeux, j'ai quand même fait face aussi, c'est ça que ça m'a appris. On parlait un peu de détermination à une pression médiatique nationale et internationale qu'on peut qualifier de relativement forte, notamment évidemment pour les Jeux, mais aussi pour la baignade dans la Seine, des gens parfois de manière surprenante qui disent avoir les mêmes intérêts que toi, mais qui font tout pour te scier la branche sur laquelle tu es assis. Et au final, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le dis avec un peu de recul ce que c'est passé, que ce soit les Jeux avec beaucoup de négatifs avant, des mauvaises presses, d'inquiétudes, voire de caricatures et de manipulations politiques, ont découlé sur une réussite qui est reconnue, je pense, dans le monde entier aujourd'hui. Et pour la Seine aussi, avec cette méfiance, beaucoup de moqueries et parfois des interrogations légitimes, mais beaucoup de manipulation d'opinion pour finalement aboutir à une réussite qu'on nous disait impossible il y a encore 3 ans. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Parce que finalement, tu as connu un high très très élevé. Tu avais des fonctions managériales de dingue, tu avais des équipes de malades, un budget de malade, un événement de malade. Déjà, comment on fait pour redescendre ? Parce que même après les Jeux, moi qui ai vécu les Jeux aussi, j'ai eu un petit période de blues. Mais voilà, c'est quoi la suite pour toi ? Alors, j'ai pas eu trop ça après les Jeux. Cool. Pas tout de suite, en tout cas, parce que du coup, quand les Jeux paralympiques se sont terminés, qui était vraiment extrêmement important de les réussir aussi, vraiment, moi, j'ai profité des Jeux en termes de me rendre compte où j'étais, de profiter du moment à la victoire des... Je sais que ça te tenait à cœur, là. Non, mais surtout parce que, en fait, je me suis dit, ça y est, là, demain, j'ai plus d'inquiétude, quoi. Parce que la cérémonie était au Stade de France, je savais que ça se passerait bien, etc. Il n'y avait pas ça a marché, mais demain, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres risques, il y a d'autres... Voilà.
Et donc ça c'était top, mais donc du coup après moi ça a fini, je sais plus c'était le 8 ou le 8 15 septembre, 8 septembre. Ouais. Les cérémonies de Ouais, remise ouais. des Oui, athlètes. le 14, Ouais. il y a eu la cérémonie, mais du coup là ben, en fait moi j'étais dans la rentrée scolaire et dans Mhm. mon problème du quotidien qu'on repris. Et donc en fait j'ai pas eu le temps de me dire ok c'est cool c'est Ouais. fini, j'ai enchaîné. Donc j'ai eu plus cette période un peu difficile en début 2025. Ouais. Là, j'étais là-dessus. Et écoute, pour répondre à ta question, je ne sais pas te dire exactement ce que je vais faire aujourd'hui. J'ouvre les possibilités. Le champ des possibles. J'ouvre le champ des possibles. Et du coup, ce sera quoi les ingrédients de ton choix? Bon, il y en aura plusieurs. Et je vais tous les étudier. Mais j'ai à la fois des envies sur les côtés politiques et continuer à mener des combats, et notamment pour le sport, si on ne parle que de ça, parce que quand on voit le traitement qui lui était promis pour la PLF 2026, on verra ce qui sera. Programmation de la finance. Pardon, avec le gouvernement qui sera nommé bientôt. Mais c'est un vrai sujet très, très, très inquiétant, notamment aussi parce que les collectivités qui financent 80% du sport, elles ont moins de marge de manœuvre. Donc bref, il y a encore plein de combats à mener, malgré qu'on ait réussi les Jeux. Et c'est vrai que je pensais que la réussite des Jeux et l'enthousiasme et les gens que ça a amené à faire du sport, parce que là, on a des études très concrètes là-dessus, serait accompagné d'un changement de considération de la vision du sport en France, et donc de son financement, et donc de sa place dans la société. Et malheureusement, c'est pas le cas pour l'instant. Donc, voilà, je suis très en colère, je le dis très froidement, mais ça me met très, très en colère, et ça m'a beaucoup déçu. Une fois qu'on a dit ça, donc il y a encore des sujets à faire là-dessus, et puis après, j'ai aussi envie... j'ai des envies dans le milieu du sport, mais aussi en dehors. J'ai des idées à la fois entrepreneuriales et à la fois. C'est le moment de les lâcher là. On peut échanger. Moi, on va pas avoir le temps, je pense. Mais, non, mais autour de j'en ai parlé récemment d'ailleurs autour de l'expérience dans les stades notamment ou dans les salles. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, notamment pour maintenir cette économie-là, parce que je pense que les progressions des moyens de retransmission, la multiplicité des canaux de diffusion du sport notamment, mais aussi d'autres types de contenus, amènent les gens à s'interroger finalement sur la différence d'expérience entre vivre ça devant un écran ou vivre ça en direct. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire sur la valorisation de l'expérience du live. Et voilà. Et en plus, ça a du bon philosophiquement de se réunir autour du sport et de se réunir autour du live event. Puis ça a du bon de bouger, ça a du bon socialement parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on fait vivre un écosystème, parce qu'on se crée des souvenirs communs. Et voilà, donc ça, moi, je suis pas convaincu là-dessus. Voilà, et puis voilà, on a par ailleurs un sujet de mettre des gens en activité au-delà du sport. On a un sujet de santé publique majeur. Aujourd'hui, je le dis, et après j'arrête là-dessus, mais 1 euro qui n'est pas investi dans le sport, on sait que ça coûtera 13 euros demain. Là, c'est même de la bonne gestion, c'est même plus de l'intérêt pour le sport. Voilà, j'ai pas mal d'idées là-dessus. Il y a aussi d'autres aspects qui m'intéressent vraiment, notamment les aspects environnementaux, que j'ai beaucoup travaillé autour de l'eau avec la Seine, mais aussi dans d'autres sphères dans lesquelles j'ai eu à évoluer. Donc voilà, j'ai envie de faire bouger, j'ai envie de mener des combats et de faire bouger les choses, parce qu'en même temps, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix et il faut le faire. Donc je ne sais pas encore avec qui et comment, ni dans quelle temporalité. Mais voilà, ça peut être dans le milieu politique, ça peut être en mixte, ça peut être plus dans la politique. Mais en tout cas, j'ai envie de continuer à m'impliquer pour le commun. Trop bien. C'est quoi les 4-5 grandes rencontres déterminantes de ta vie qui ont été les personnes qui ont été les plus marquantes et qui t'ont donné le plus d'outils et qui ont permis de mieux comprendre le monde, quoi. Je vais être très caricatural et un peu naze, mais c'est évidemment ma mère, parce que je pense donner les armes pour comprendre et essayer de vivre bien le monde dans lequel on est. Comment elle a fait? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que moi et mes parents se sont séparés très tôt, mais j'ai toujours ressenti un environnement protecteur et
Et je pense que c'est important pour se construire, hein, pour faire face aux difficultés de la vie. Voilà, et elle m'a, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de sa vie, je pense, ou de la mienne, mais toujours couvert de protection. Et je pense que c'est bien de savoir que ça existe. De Donc, protection ou de confiance? Enfin, tu vois, c'est toujours un truc mélange des deux. C'est un mélange des deux. Je suis pas quelqu'un qui brillait par un excès de confiance, Ouais. plutôt pas. Mais ça s'explique aussi par d'autres choses. Ouais. Voilà, on va pas faire ton mon analyse. psychanalytique. Non, il reste que 20 Non, minutes et je ouais. pense que ça prendrait plus de temps. Ça prendra un peu plus de temps. Mais c'est clairement ça, Ouais. la première chose. Et parce que c'est pas que dans notre relation. C'est aussi une personne qui a des qualités humaines reconnues par l'écosystème dans lequel j'ai évolué. C'est-à-dire mes amis proches, évidemment mes amis d'enfance, mais aussi tous les gens avec qui que j'ai eu dans ma vie. Et ça revient tout le temps et j'en suis très fier et heureux. Ils me disent tout le temps, putain, ta mère, elle est incroyable, elle est sympa, elle est là quand on a besoin d'elle. Elle était directrice de maison de retraite, donc elle s'occupait des seniors, des gens. Elle s'occupait des gens. Et elle pouvait être très dure. Ouais. C'est ça que la dualité que j'ai découverte aussi là-dedans. Elle pouvait être très dure dans son rôle enfin, dur, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas exigeante. Ferme, dans son rôle de manager à l'époque. Voilà, mais bon, ça a été une arme dans une famille éclatée, des difficultés avec mon père, notamment importantes, etc. Mais j'ai toujours senti, par exemple, qu'elle a toujours dégagé de me préserver dans tout ça, au-delà même de... Voilà. Donc ça, c'était la première, clairement. Après, je pense que dans mes rencontres décisives, il y a aussi... c'est pas une personne, c'est un groupe. C'est mes amis d'enfance que j'ai toujours aujourd'hui. Dex, du coup avec qui j'ai grandi pour certains. Mon cousin Germain, qui m'a amené au rugby. Et tous mes potes que j'ai depuis le CM1, avec qui pour grande partie j'ai joué, et qui sont toujours mes potes aujourd'hui. Et cette base-là, elle a été aussi importante. Le socle. Notamment quand c'est dur, quoi. Ouais. Que ça arrive, il y a des moments où c'est pas facile, pour plein de raisons différentes. Ouais. Et donc ça, c'était important. Après, il y a eu évidemment mon arrivée à Paris. Ouais. Donc ça a été très fort. Ça a été un changement radical. Ça n'a pas été très fort. Mais, donc, est-ce qu'il est dû à Max Guazzini, on en a parlé, ou à un gars qui s'appelle Pierre Nassier, que j'ai vu beaucoup récemment, qui est celui qui a insisté pour me faire venir à Paris. Voilà, et qui a dit qu'il allait voir ma mère, et qui a dit il faut qu'il vienne, il faut qu'il vienne, il faut qu'il vienne. Et avec mon entraîneur que j'avais à Aix, en fait, c'est un peu le mélange de ces deux personnes. Donc bien sûr, parce que s'il ne l'avait pas fait, je pense que je ne serais pas venu à Paris et ma vie aurait été complètement différente. Elle aurait peut-être été très bien aussi ou pas bien, je ne sais pas. Mais voilà, c'est des choix de vie. Et ce qui est drôle, c'est que j'en avais conscience à l'époque. Tu avais conscience que c'était... que je prenais un virage et que je ne savais pas ce qu'il allait être. Mais forcément, il serait radical. Ouais. Voilà, et après... Je pense que moi, je suis provincial aussi. On ne mesure pas que l'arrivée à Paris... On peut le voir comme un élément tellement déterminant dans sa vie quand on vient d'une petite ville de province. Enfin, toi, tu venais d'Aix, c'est pas une petite ville de province, mais c'est quand même une ville de province, une ville moyenne. Et arriver à la capitale, c'est le champ des possibles est tellement ouvert et ça peut vraiment te changer la vie, quoi. Ah, c'est sûr, mais il y a dans d'autres villes aussi, hein, mais après, voilà, c'est souvent des carrefours de vie, des moments où tu fais des choix, quoi. Et voilà. Après, je pense que ma femme aussi, qui est journaliste, avec qui on a eu notre fille, et une personne importante dans mon parcours personnel et de vie, parce qu'on ne l'a pas dit, et j'aime à le rappeler quand j'en ai l'occasion, mais faire tout ce que j'ai fait, alors plus sur ma vie actuelle, hein, ma vie politique, parce qu'avant, on s'est mis ensemble en 2013, donc elle a connu vraiment que la fin de ma carrière. Mais elle a aussi assuré sur plein d'autres trucs, accepté des absences. On en a toujours parlé et tout, mais tu peux pas le faire si t'es pas bien accompagné. Et quand je te parlais de passer beaucoup de temps et travailler énormément, et c'était presque parfois trop, hein. J'en avais conscience moi-même.
si t'as pas un truc qui fonctionne et un pilier sur lequel Ouais. t'appuyer, ben, tu peux pas le faire. Bah, bravo à elle. Et, parce qu'en plus, on a une autre fille, elle va avoir 10 ans. Ok. J'ai arrêté ma carrière, j'ai commencé à la mairie, il y a eu les attentats et ma fille est née en janvier 2016. Ok. Donc tu vois, j'ai fait vraiment en 6 mois, je suis passé d'une vie à une autre. Purée. Donc voilà, et puis non, et la dernière autre personne, c'est aussi un autre groupe, parce que c'est toujours difficile, mais on en a entendu l'un d'entre eux, c'est aussi les quelques personnes dont je suis très proche à Paris, que j'ai rencontrées en arrivant à Paris, ou quasiment, que j'ai toujours aujourd'hui, et qui voilà, ont un groupe de 7-8 gars principalement, qui sont ceux sur lesquels tu t'appuies quand tu sais pas ou dont tu as besoin pour avancer. Mais c'est très classique, hein, tout ça. J'ai pas vocation à être original, mais c'est ce qui fait que tu trouves ton équilibre aussi à des moments. Merci beaucoup. Je pose souvent une question un peu piège à la fin, t'aimerais entendre le parcours ou le récit de qui dans un format comme ça, forcément lié au sport, parce que c'est un peu Ouais. la verticale du podcast. Est-ce que tu as 2-3 personnes comme ça que tu aimerais entendre, que tu me recommanderais Ça va être dur de choisir là. Moi, j'aimerais bien qu'on entende, c'est de plus en plus le cas, un peu des parcours féminins. Ouais. Voilà, d'athlètes de très haut niveau féminin, mais qui n'ont pas encore fait tous les résultats qu'elles vont avoir à faire dans leur carrière. Évidemment, quand on interroge Marie-Jo Pérec aujourd'hui, on connaît son parcours, Ouais. ça a été peut-être la plus grande athlète française et tout ça, avec les accidents qu'on a eus et tout ça. Mais aujourd'hui, la construction des athlètes, moi, m'interroge beaucoup. Et souvent, on va chercher, c'est normal, hein, ceux qui ont le plus gros palmarès ou qui ont les trucs les plus intéressants. Ouais, moi j'aime, et ce format-là le permet, connaître le parcours des gens qui a amené à haut niveau et qui peut-être demain trajectoire. les amènera au très haut niveau. Moi, j'aime bien aussi découvrir des parcours qui ne soient pas simplement le formatage du haut niveau, et c'est rarement le cas. Mais je trouve que dans le parcours des filles, il y a aussi le fait que ce soit des filles et qu'elles portent aussi un certain nombre d'autres difficultés qu'on a moins entendues jusque-là et qui sont importantes à valoriser parce que c'est aussi très difficile. Tu as à peu près les mêmes exigences mais avec un cadre qui est adapté. Plus élevé. Exactement. Voilà, et non, après il y a des gens que j'admire, donc je serais curieux de voir, de connaître encore mieux leur parcours. Je pense à qui? Je pense à des Français, il faut? Non, pas forcément. Non, mais je pense Si tu me dis Michael Jordan, ça va être un peu dur pour moi d'aller Non. choper, mais mais j'adorais. non, mais j'essaye de réfléchir en même temps à des gens que je ne connais pas ou donc je connais pas bien leur vie, etc. Non, mais par exemple, ceux qui font des sports extrêmes, ça m'intéresse vachement. Je trouve que moi, ça va chercher quelque chose que je pense que je n'aurais pas eu la capacité à faire moi-même. Donc, en ce moment, c'est très à la mode, mais tout ce qui est autour... voilà, il y a c'est une fille là, mais Stéphanie Giquel, je sais pas si tu la connais. Coureuse. Voilà, que qui a une quarantaine j'ai rencontré plusieurs fois. Elle est impressionnante. Mais elle a un truc, quoi. Elle a un truc mentalement que moi, je trouve incroyable. Je trouve que je suis pas dans les sports d'endurance, pour moi, il y a un truc, voilà, et qui sont des sports individuels et d'endurance. Moi, par exemple, je pense que Florent Manodou a aussi un très bon profil. Et il y en a plein d'autres que je connais pas, mais qui pourront... Et en fait, moi, j'aime ce format-là parce qu'il peut être inspirant pour des gens. Non pas parce qu'on vient pour... c'est pas... Non, mais j'ai compris. C'est pas un manque de modestie de ta part. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nourrit d'une approche où on a le temps d'expliquer des choses, où on découvre des parcours, et parfois, ça fait écho au sien, ça fait écho à des difficultés qu'on peut rencontrer, ça peut amener des clés de lecture différentes. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que s'identifier à un sportif ou une sportive de haut niveau par ses résultats, bien sûr, on l'a tous fait, et moi, c'est ce qui manque parfois aux filles qui, dans certains sports, ont du mal à avoir des rôles modèles. Mais ces rôles modèles, ils sont essentiels.
Moi, ils n'ont pas été au départ dans le rugby, plus dans le foot, parce que j'étais Ouais. à Aix et qu'il y avait, Ouais. voilà, il y avait cette culture-là. Mais ils ont été tellement nourrissants, quoi. Voilà, Ouais. et donc, je pense que pour les filles, c'est vraiment important de décrire ça. Et ça, tu aurais dû me demander avant, je t'aurais sorti 3 noms, mais là, C'est pas grave, j'aurais dû te préparer, mais c'est pas grave. j'ai pas forcément des noms en tête, mais il y a des gens que je trouve vraiment super inspirants. Euh, Évidemment, il y en a qui sont. Enfin, Léon Marchand, par exemple, j'aimerais vraiment connaître quel est son parcours de vie et c'est quoi sa pensée sur les trucs. Bon, Antoine aussi, Dupont, Ouais. mais je le connais un petit peu, même si pas encore suffisamment. Puis il y a plein de gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant les Jeux, soit des anciens athlètes, soit des athlètes de maintenant, et qu'on connaît pas forcément. Il y a dans escrime, par exemple, Mhm. il y a des championnes olympiques que j'aimerais mieux découvrir parce qu'en fait, entre les Jeux, on les connaît pas trop. Il y a Ok. des profils dans l'équipe de France féminine de basket que j'aimerais bien connaître aussi, dans l'équipe féminine de hand. Euh, Dans l'équipe féminine de foot, j'en connais quelques-unes, mais voilà, chez les garçons, c'est aussi le cas. Moi, j'aime bien les gens qui ont un peu un parcours différent, mais tout le monde recherche ça, hein, c'est Ouais. pas très original, mais en tout cas qui pourrait m'inspirer. C'est les 2 dernières séquences. Tu connais le média Tricolore, tu sais, qui fait parfois tout à sur fait. LinkedIn. Ouais. Avec mes petits camarades, on s'est dit qu'on allait faire un petit format qui serait aussi diffusé sur Sport Tricolore. Ouais. L'idée, c'est de répondre du tac au tac, pas forcément de réfléchir, c'est des Ok. réponses courtes. On se teste et je Je suis vais désolé essayer. de t'apprendre que tu es notre cobaye. Ah, c'est la première. Et ouais, c'est la première. Je suis Ok. complètement transparent et si ça marche pas, ça marche Vas-y, pas. vas-y, on diffusera teste. pas, tu vois. On teste. Donc, ça s'appelle Dream Team, ce podcast, Ouais. et c'est le sport tricolore. Donc, l'idée, c'est qu'on construise l'équipe de rêve du sport tricolore. Ok. Donc, des questions flash, et donc, je te demande de répondre très vite. Le capitaine de ton équipe de rêve, qui serait-il? Oh, tu peux pas répondre vite à ça. Est-ce qu'il te vient naturellement, tu vois? Je dirais Christophe Dominici. Ok. Les 5 sportifs de légende que tu mets dans ton équipe, tous sports confondus. Tout sport confondu. Nicolas Karabatic, Michael Jordan. Ouais. C'est l'époque de l'âge. Zinedine Zidane, Michael Johnson. Ouais. Et un autre Français, on va dire Antoine Dupont. Ton stratège ou entraîneur de rêve? C'est facile en ce moment, tout le monde dit Luis Enrique, mais c'est Ouais. vrai que avant même qu'il soit là-dessus, c'était quelqu'un que je regarde, que j'aimais beaucoup. J'aime bien Jürgen Klopp aussi, Ouais. dans le foot. Servi maintenant entre le PFC, Ouais. PFC et PSG, Ah, mais tu peux les côtoyer. Je l'aimais surtout quand il était à Liverpool, Ouais. parce que moi j'aime beaucoup l'équipe de Liverpool depuis toujours. Après, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Phil Jackson, Phil pardon, Jackson, pour basket. les baskets. Ouais. Pour ceux qui connaissent au basket, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de Claude Onesta aussi, Ouais. côté français. Après, moi, j'ai eu un super bon manager qui était Nick Mallette, Mhm. que j'ai vraiment beaucoup aimé là-dessus. Voilà, Ok. c'est déjà pas mal. Ton dirigeant français que tu mettrais dans ton équipe de rêve, enfin un dirigeant politique et ou business corporate. Difficile, je vais dire Tony Estanguet. Ouais. C'est facile à dire, mais non. Non, sinon, j'allais dire Bernard Lapassé, parce que je pensais que tu pensais à un dirigeant de Fédé. Ouais, J'ai beaucoup appris de Thomas Barr aussi, Ok. le président du CIO, qui ne l'est plus maintenant, mais qui a, je pense, fait des choses très intéressantes. Et c'est pas facile d'être le leader du sport mondial. Ouais. Et voilà, il l'a fait avec une certaine élégance et une certaine classe, je trouve. Super. Autre petite séquence, un peu qui m'a été inspirée par Hugo Décrypte, que tu connais forcément. Ouais. À la fin, il fait ces petites questions. Donc, tu as 60 secondes, pareil, du tac au tac. Je teste. Hein. T'es mon cobaye. Le sportif français qui t'a le plus inspiré? Tac au tac. Ouais, Zidane. Ok. Le match que tu aurais rêvé de jouer, rugby et hors rugby? Rugby, Nouvelle-Zélande, France à l'Eden Park. Hors rugby, une finale de Coupe du Monde de foot. Ok. Le lieu sportif le plus magique de Paris? Le Parc des Princes. Que tes anciens coéquipiers utiliseraient pour te définir?
Pénible. La qualité indispensable d'un élu La qualité indispensable, être honnête. et celle d'un capitaine d'équipe. Tout le monde de la même manière. La plus grande victoire de ta carrière politique. La réussite des jeux. Un souvenir perso de Paris 2024 qui te marquera à vie. La finale de CC Foot. Si tu Et pouvais l'équipe de France de rugby à 7. Ok. Si tu C'est pouvais le début et la fin. Si tu pouvais revivre un seul moment de ta carrière de joueur. Une des finales perdues pour essayer de la gagner. Un défaut que tu as gardé du rugby. Un défaut que j'ai gardé du rugby, je dirais la trop grosse haine de la défaite. Ok. Le sportif que tu aimerais ressusciter. Maradona. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci derrière. Merci beaucoup Pierre.